Salut à toutes et salut à tous, bienvenue dans cet épisode qui clôture cette fin d'année 2020. Un épisode spécial, d'une part parce que justement il clôture cette année si spéciale 2020, mais aussi parce qu'il s'agit d'un podcast diffusé tout à la fois sur le flux du podcast, donc Niptech et Tech Café. Je suis Guillaume Vendée et je retrouve les animateurs incontournables de Niptech, à commencer par Ben. Salut Ben. Salut, grand plaisir de faire cette émission, on l'attend toute l'année et il est enfin là, donc quel bonheur. J'oserais même dire qu'on attend, effectivement, on suit les news tech d'une année entière, rien que pour cette émission, effectivement. Donc on va avoir plein de choses à dire, on va avoir des choses à dire à tes côtés aussi, Mike. Salut, plaisir d'être là, c'est vrai. Si on l'a fait, je crois que c'est la 3e ou 4e année qu'on le fait, donc au bout de 3 ans, ça devient une habitude et ça veut dire que on continue à faire du podcast. C'est bon signe. Ça veut dire que maintenant, après tant d'années, on n'ose même plus arrêter. Je crois que c'est ça. Donc c'est les voilà, signes. très content d'être là et puis pour un peu discuter de cette année et qu'est-ce qui va potentiellement se passer l'année prochaine. C'est les signes de la longévité et puis c'est aussi les signes avérés maintenant que nos prédictions ne se réalisent pas. Peut-être que vous allez vous en rendre compte une fois de plus dans cet épisode ou pas, on va voir. On est accompagné évidemment aussi par, j'allais dire, la révélation Niptech pour moi aussi. Celui qui a contribué à donner aussi du sang neuf dans le podcast, c'est Baptiste. Salut Baptiste. Salut Guillaume, salut Ben, salut Mike, salut Matt. Et oui, je suis là avec du 109. Moi, j'ai pas encore de prédiction dans mon sac, donc pour l'instant, j'ai 100% de réussite. On va voir si ça se confirme l'année prochaine. Oui, il va falloir te mouiller maintenant, on attend ça, Baptiste. Et puis, c'est un vrai podcast 100% Nipcast, 100% pur jus, puisque j'ai l'immense plaisir de retrouver mon compère de Real Life, c'est Matt. Salut Matt. Grand plaisir d'enregistrer. Et là, on n'est pas totalement avec des Suisses, intramuros. Là. Il y en a un qui est parti de la Suisse. Mike, t'es où là, présentement? Dis-nous. Oui. Ouais, c'est vrai, je suis à Punta Cana, en République Dominicaine, donc je suis un des chanceux qui a pu partir. Et vu que, j'en disais, vu qu'il n'y a que 20% des gens dans l'hôtel, ce qui est génial, Matt me faisait réfléchir en me disant c'est pour ça que le Wi-Fi marche si bien. Parce qu'il y a bien une chose qui marche bien dans l'hôtel, pas qu'il n'est pas bien, il est super, c'est le Wi-Fi. Donc je me suis dit, je voulais absolument faire l'émission, donc voilà, je suis là. Alors si vous regardez la vidéo, je suis un peu plus bronzé que toi, Matt, ça c'est sûr, et que les autres, vous êtes bien blancs. Mais voilà, donc très content d'être là. C'est pas la peine de nous narguer plus que ça, enfin, Mike. on va vous rappeler les incontournables avant de se lancer dans l'émission quand même. Pour vous rappeler que, alors si vous connaissez Niptech, vous ne connaissez peut-être pas Tech Café et inversement. Donc pour vous rappeler que Niptech intervient tous les 15 jours pour vous parler de tech, de start-up, d'inspiration. Et dans Tech Café, on vous résume un peu l'actu tech chaque semaine. Donc je pense que ce crossover est parfait pour donner un regard un petit peu particulier sur cette année 2020 et puis se tourner vers 2021. On va vous faire le bilan de nos prévisions des années passées qui se sont forcément toutes réalisées puisqu'on est des grands experts dans les domaines de la tech. On va aussi vous dire ce qu'on retient de 2020. On va vous prédire une nouvelle fois ce qui va se passer l'année prochaine, les grandes tendances. Et puis on aura une incontournable rubrique inspiration, la rubrique inspiration annuelle où vous les attendez probablement, nos mots de l'année. Là aussi on fera le bilan sur nos mots de l'année 2020 et on vous confiera si on les a trouvés, nos mots qui vont nous guider en 2021. C'est un super beau programme qu'on va avoir. Alors attendez-vous à avoir une émission peut-être un peu plus longue que ce que vous écoutez habituellement, que ce soit pour Niptech ou pour Tech Café, mais c'est pour notre plus grand et votre plus grand plaisir, je l'espère. Chacune des rubriques va vous être animée un petit peu par différentes voix. On va peut-être commencer par toi, Baptiste, si jamais vous avez quelque chose à compléter en intro de cette émission, pour que tu nous aides à faire un peu le bilan de nos prévisions, justement. Et oui, en tant que... Comme je l'ai dit, animateur neutre, moi j'ai pas fait encore de prédiction, c'est moi qui vais lancer le bal, disons. Donc la première prédiction qu'on avait, c'était justement de toi, Guillaume, c'était la récréation des podcasteurs, c'est fini. Et celle-là, je pense qu'on peut dire, tu l'as eu assez bonne. Ouais, mais en même temps, elle était facile. C'est le principe des prévisions faciles, c'est qu'elles se réalisent peut-être plus il y a plus de probabilité qu'elles se réalisent. Moi, j'avais un petit peu anticipé la continuité de quelque chose qu'on avait vu arriver autour d'un mouvement sur les podcasts, ou peut-être un petit peu moins de place pour les podcasts indépendants. C'est peut-être de plus en plus difficile pour quelqu'un qui se lance dans son garage ou dans son petit bureau chez lui pour lancer son émission et avoir une audience, pas facilement, mais en tout cas une audience qui soit représentative, on va dire.
faire. Et malgré tout, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'acquisitions dans le monde du podcast. Je me rappelle pour la petite anecdote qu'on a eu la possibilité d'en parler très largement avec Matt dans un épisode du podcast de Léthargique Panda. C'est un nom que vous connaissez bien dans l'univers de Niptech. On a parlé de podcast spécifiquement sur ce sujet. Je ne vais pas revenir plus en détail dessus, mais je suis content de cette prédiction. Hashtags, effectivement. Mais toi, tu es un semi-pro, non, maintenant, Guillaume? Ouais, ça fait partie de ma vie professionnelle maintenant. Je fais partie de ces slashers, comme on dit. J'ai mon boulot du jour de salarié au quotidien. Je travaille dans la communication numérique. Et le soir, je troque mes outils pour les outils de podcasteur, à savoir la veille, la préparation des émissions, le contact avec les personnes qu'on peut faire intervenir, et puis l'enregistrement, la diffusion, l'animation. Et oui, je reçois des revenus réguliers maintenant au travers de Patreon. Et c'est quoi? Ça représente 50% de ton revenu ou pas encore? Ça ne représente pas 50% de mes revenus, ça représente un tiers maintenant de mes revenus, quand même. Un petit tiers sur lesquels il faut quand même injecter pas mal de problématiques de charges, enfin ce ne sont pas des problématiques mais des choses incontournables, mais 2021 va être pour moi une année un petit peu de charnière puisque je vais développer un petit peu plus sérieusement la structure juridique qu'il y a derrière les podcasts, donc signe que ça avance et que ça se professionnalise un petit peu à mon niveau, je pense. C'est beau ça. Ben, toi, des envies d'être pro ou Matt? Des envies d'être pro? Je pose pas la question à Baptiste, qu'il est trop jeune, le Padawan. Il doit encore faire ses preuves. Alors écoute, moi, je suis extrêmement bien au gouvernement. Je ronronne, je me fais soigner de tous les côtés. Donc non, on reste en amateur pour moi. Et toi, Matt? Oh, oui, amateur aussi. Ça me permet de pouvoir arrêter quand je veux, on va dire ça, ou de ne pas avoir les contraintes que Guillaume a, parce que Guillaume travaille énormément. J'aimerais pas avoir ses horaires les soirs, disons. Mais c'est beaucoup de temps passé au global. Après, je suis très aidé dans mon quotidien, donc sinon ce serait pas possible, et c'est donc jouable parce qu'il y a ces accompagnements. Mais j'y vois aussi une forme d'épanouissement, moi, d'avoir cet équilibre de deux mondes professionnels qui se complètent, parce que ce qu'il y a à mon niveau un peu artisanal m'apporte des ressources et des regards complémentaires dans ma vie de grande entreprise. Et inversement, les réalités des grandes entreprises font qu'on regarde pas la tech de la même manière quand on a une simple observation ou quand on a un petit peu de bagage sur des grands enjeux d'entreprise. Donc, moi, j'aime beaucoup la dualité, en tout cas. Mais moi, ce que je me dis, c'est que oui, les podcasts ont changé, mais c'est vrai que ce qui fait la force, peut-être pourquoi nous, on perdure, c'est parce qu'on y était depuis presque 12 ans maintenant. Donc, oui, presque 10 ans. Donc, je pense que c'est un peu comme ces YouTubers de l'époque. Ils étaient là au début, ou comme les TikTok, maintenant les TikTok ou les Instagrammeurs, ceux qui sont là au début, ils peuvent perdurer. Ceux qui sont là maintenant, c'est vrai que le contenu doit être vraiment, vraiment bien fait. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on est pro, hein. On n'est pas pro, mais justement, je pense que c'est plus dur de rentrer maintenant, c'est sûr. Pour sûr. Et alors, donc après cette longue analyse de la première prédiction, on passe à la deuxième qui était de Ben, qui prédisait un clash entre les US et l'Europe au niveau de la tech. Et ça, on peut dire que c'est un peu vrai, mais avec d'autres pays, c'est encore plus vrai, disons. Ouais, je me suis trompé de continent. Ouais, c'est ça. Juste mais mal placé. L'instinct était correct, mais j'ai été trop centré sur mon nombril parce qu'évidemment, c'était entre les US et la Chine. Là, il y a eu du clash, c'est clair. L'Europe, je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'activité au niveau de l'antitrust. Alors, ça va arriver, mais c'est un thème maintenant qui est global, donc ça va plus être un clash. Je crois qu'il y aura un accord là-dessus. On voit même qu'en Chine, avec Alibaba, il y a également une poussée sur les antitrust. Donc, c'est quelque chose de plus général. Donc, pour l'instant, je me mets un 9,5 sur 10 pour cette prédiction. Non, c'est clair, ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu, voilà, il faut le dire, quoi. Et ton autre prédiction, Ben, c'était qu'on va avoir un push des green tech. Comment est-ce que tu analyserais ça? Ouais, c'est pas une très bonne. Je pense que c'était pas une très bonne prédiction dans le sens où green tech ça veut tout dire et rien dire. Alors si on regarde l'action Tesla et si on considère que les véhicules électriques c'est green, ce qui est pas forcément universellement reconnu, oui. Mais je pensais plus à des choses qui étaient plus directement liées à la production ou vraiment au green. Donc voilà, l'année écoulée a fait que c'est plus un thème qui a été vraiment au premier plan. Donc de nouveau là, je pense qu'effectivement ça a continué à progresser, mais j'ai pas vu un push incroyable où on peut dire que c'était une des tendances lourdes de l'année.
Donc, voilà. Ouais, un fail. Mais je lisais un fail, truc, ouais. je trichais dans l'avion en venant et j'ai acheté Wired, les tendances 2021. Et il disait exactement, quand j'ai relu, ça m'a fait rire parce qu'il disait le push green tech, c'est 2021 justement. Ah Et ouais. il disait pourquoi? Parce qu'il disait avec le Covid, tout ça, les choses ont évolué. Il y a une réelle prise de conscience selon eux. Aussi, il y a peut-être des changements aux États-Unis qui vont faire que ben voilà, le gouvernement va un peu plus pousser ça. Donc peut-être tu t'es juste loupé d'une année, quoi. Voilà. Trop visionnaire. Je prends cette explication sur le fait que j'étais complètement à côté de la plaque. J'aime ton angle là-dessus, Mike. Et alors, la prochaine prédiction, on passe à Matt, qui prédisait le passwordless. Est-ce que ça s'est passé, ça? Et c'est là que tu vois que quand je regarde les prédictions des autres et des miennes, moi je suis très terre à terre. Hein, je suis Oui. vraiment très terre à terre. Oui, ben, ça s'est quand même bien passé avec les nouvelles versions des navigateurs mobiles, pas des navigateurs mobiles, mais des systèmes d'opération mobiles, iOS et Android, qui permettent maintenant que ce soit un petit peu plus simple au niveau des mots de passe, que maintenant on t'avertisse quand ton mot de passe a leaké, parce que c'est rendu une tendance normale, les mots de passe leak. Il y a des fuites sur Internet. Alors, bon, on n'est pas passwordless, mais on s'est amélioré au niveau des mots de passe. Et puis, bon, la reconnaissance faciale, c'est maintenant pour pas mal tout le monde. Avec le problème qui suit, c'est-à-dire le masque cette année. Ça a été C'est vrai. très problématique. Et puis, ma deuxième prédiction, c'était du no-code, low-code. Ça, je pense que ça vient bien. C'est sûr que ça a été retardé par l'actualité. Hein. Je pense que toutes nos prédictions, ils en ont pris un coup de par l'actualité. Alors, je me noterai pas, hein, je suis pas comme Ben, mais pour le no-code, low-code, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est des plateformes qui permettent aux gens de développer sans forcément connaître le code ou sans forcément avoir fait des études comme développeur et ingénieur dans le code. Alors bref, il y a beaucoup de plateformes qui sont arrivées sur le marché, du Mendix, même Amazon est arrivé avec sa plateforme Honeycode. Alors pour ça, je pense que je me situe pas mal, mais évidemment, tous ces vents-là technologiques ont un peu diminué. Alors passwordless puis no-code, low-code, je pense que ça va être remis à l'année prochaine quand le vaccin va être arrivé puis qu'on va revenir dans le monde d'après, on va dire ça comme ça. Totalement d'accord avec toi. Je pense que effectivement cet aspect où nos prédictions elles ont été retardées, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Finalement, il y a eu cette période de mars à juin où il s'est pas passé où on voit que tout le monde était concentré sur l'urgence, finalement l'urgence sanitaire et pas le reste du progrès continu, disons. Et Moi, ce que je dirais, par contre, c'est que sur ces deux prédictions, je trouve que la première, passwordless, elle est plus juste. Pourquoi? Parce que ce que j'ai vu autour de moi, les gens qui ne sont pas des geeks comme nous, utilisent de plus en plus de pouvoir créer automatiquement à travers iOS ou son password. Ça veut dire que ce n'est plus les passwords 1, 2, 3, 4, 5, mais on l'utilise et ils savent l'utiliser. Donc, moi, j'utilise OnePassword personnellement, ce que j'adore. Et c'est vrai que j'ai sécurisé beaucoup plus mes choses. Et aussi, le fait d'avoir 2 tiers, authentification 2 tiers, alors ça, c'est pas du passwordless, mais je trouve que les gens ont fait un meilleur effort. Et contrairement, le Covid, on sait que ça a poussé la digitalisation. Donc, les gens étaient beaucoup plus sur leur mobile, donc beaucoup plus d'utilisation. Donc, je dirais que je te donnerais un 9 sur 10 sur celui-là. Et puis l'autre, je ne sais même pas de quoi tu parles. Donc, je me note 0. Ouais, c'est plus pour les professionnels dans le domaine. Là. C'était pour avoir des plateformes où on n'a pas besoin de coder. On est capable de faire des automatismes, de faire du code, de faire des applications. Il y a beaucoup qui sont arrivés, mais évidemment, la priorité, c'était pas ça cette année en technologie. Mike, toi, tu avais prévu beaucoup de régulations au niveau de Big Tech aux États-Unis et en Europe. Et alors ça, on peut dire que ça s'est passé bien là, au moins 9 sur 10. Oui, je dirais que ça s'est passé surtout ces 2 derniers mois. Donc, on a vu des tentatives, beaucoup de discussions dans la presse, je dirais. Ça continuait, notamment puisque, bien sûr, le Covid a enrichi les boîtes tech plus que les a appauvris dans d'autres secteurs. Donc, finalement, ils tirent leur épingle du jeu. Et là, on voit une réelle, surtout, je dirais, aux États-Unis, mais en Europe aussi, une réelle volonté de légiférer. Et de légiférer des gens comme Amazon, ou je dirais plutôt Google et Facebook pour commencer, et puis Amazon suivra. Donc je pense que là, c'est peut-être pas autant que ce que j'avais imaginé, mais je dirais que ça a bien commencé. Après en Europe, on sent des avancées. Après, il n'y a pas eu encore une énorme législation. Peut-être que je me trompe, mais voilà. C'est annoncé un petit peu ces derniers jours.
par l'Union européenne avec 2 paquets législatifs qui sont loin d'être neutres, mais qui vont mettre énormément de temps à arriver. En plus, il y a la retranscription au niveau des États membres qui va aussi prendre du temps, mais qui est très ambitieuse pour essayer, d'une part... En fait, c'est porter les éléments caractéristiques du RGPD, mais sur les enjeux des contenus sur les plateformes de type social media et la régulation aussi des plateformes de vente. Il va falloir suivre ça de près parce que je pense que ton annonce et ta prédiction va se réaliser très 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 fortement dans les mois à venir, je pense. Ça s'est accéléré quand même avec le fait que, faut pas se le cacher maintenant, dans les services essentiels, la technologie, ça fait partie des services essentiels. Beaucoup d'entreprises n'auraient pas pu continuer s'il n'y avait pas eu la technologie. Je pense que de cet aspect-là, ça a quand même accéléré beaucoup de prise de conscience par rapport à la régulation au niveau des technologies. Et puis, d'un autre côté, nous aussi au Canada, on commence à avoir ce genre de régulation qui arrive. On réfléchit à ça. Je trouve ça assez intelligent pour avoir vu le ministre en discuter de son projet de loi. Je trouve ça intéressant dans la mesure où ils comprennent maintenant plus, je trouve, la technologie que si tu étais... exemple Adobe, à une certaine époque, ou certains trucs comme ça qui ne faisaient pas de sens. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses, Mike? Mais ton bouton est à mute, je pense. Hein? Non, t'es là, Mike, c'est bon. Non, je suis là. Ah, c'est exprès. C'est parce que là, on vient d'arriver tranquillement dans ce qu'on retient pour l'année 2020. Et justement, une des choses que tu retenais, Mike, c'était exactement ça. Et tu sais ce qui est marrant, parce que j'ai justement appuyé sur le bouton pour regarder. Et pour les voilà, on vient un peu aux prédictions sur qu'est-ce qu'on retient de 2020. Et le You are on mute, je l'ai entendu, mais dans des meetings. Mais voilà, ce qui veut dire qu'on a été virtuel à donf. Et puis, le You're on mute, je l'ai entendu tout le temps. Alors moi, franchement, je dois dire, j'ai systématiquement, dans tous les meetings que j'ai faits, j'ai toujours mis ma vidéo. Toujours, à part quand je partais pour aller aux toilettes. Et puis, j'essayais vraiment de voir qu'il n'y avait pas de mute et pas de vidéo. Et je me suis toujours mis en unmute, systématiquement. Parce que j'estime que quand on se met en mute et quand on ne se met pas sa vidéo dans les discussions, c'est qu'on a envie de traîner et faire autre chose, comme Ben dans les longs meetings de ces trucs politiques. Mais moi, donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est l'explosion du meeting, des meetings digitaux. Et je pense que là, voilà, le 2021 nous a vraiment fait gagner 10 ans. Et moi, je les ai vus à l'intérieur de notre société, que franchement, l'utilisation Teams a explosé. Mais quand je dis explosé, c'est 1000 fois plus, 2000 fois plus d'utilisation. Et quand tu parles de Teams, tu as aussi cette phrase, est-ce que c'est une vieille main que tu laisses... parce que pour poser une question dans Teams... Dans Teams, tu lèves la main et bien souvent, la personne lève la main, elle pose sa question puis elle laisse sa main. Alors tout le long, tu as le stress, tu dis « Ouais, elle veut peut-être s'exprimer, puis je la coupe tout le temps, puis tu regardes la main. Puis finalement, la phrase que nous, on dit tout le temps et que je suis plus capable d'entendre, est-ce que c'est une vieille main que tu as là? Celle-là, je ne la connaissais pas parce que nous, on n'est pas poli, on ne lève pas la main, on se parle dessus. C'est un peu plus... Ouais, nous, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on utilise le chat. On dit « J'aimerais avoir la parole ». Ou un truc ou une déclinaison, mais c'est vrai parce que sinon ce truc de main, je suis d'accord, tu perds un temps fou pour essayer de te simplifier la vie. Mais c'est marrant parce que les constats que vous faites sur ce qui s'est passé en 2020 sur cette partie des réunions virtuelles, moi, sur une réalité, là aussi, d'entreprise française, je ne sais pas si elle est caractéristique ou pas. Alors, c'était pas You're mute, c'était plutôt coupez vos micros. Et ce qui est dingue, c'est que c'était révélateur de la manière dont sont animées les réunions virtuelles. C'est que c'était très rarement des choses participatives, c'était très souvent des choses très descendantes où une personne anime et diffuse son information. Contrairement à ce que vous témoignez, et c'est vrai que je vous ai entendu dans Niptech, et même on en a parlé avec Matt, et moi je vous entends avoir des témoignages de vraies réunions virtuelles participatives, où au contraire tu dis aux gens qui sont sur mute alors que tu aimerais les entendre. Moi je constate presque l'inverse, donc il y a encore un choc des civilisations et un choc des usages qui est dingue, en tout cas moi je le constate en France, où on se rend compte qu'il y a eu un bouleversement des usages forcés, mais que tout le monde n'a pas pris le train en marche. Hein. Non, effectivement. Puis sur l'axe des réunions, moi je remarque un truc, c'est que on était tellement contents d'être en télétravail pour certains
qu'on se sentait un petit peu redevable à notre employeur parce qu'on est content, on est en télétravail, on n'était pas habitué à ça au télétravail. Et puis là, la COVID arrive, puis on est content de garder un emploi, puis en même temps, on est content d'être en télétravail à la maison, tout va bien. Et bien, dans les rencontres, des fois, on fait 2 rencontres en une. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous vous mettez en mute, vous fermez votre caméra, vous continuez à travailler. Tu sais, quand la rencontre se dirige mal, qu'il y a un PowerPoint dégueulasse à l'écran avec 20 lignes à lire par slide, que Robert est complètement endormant, tu dis « Ouais, ben, je vais lire mes emails, je vais faire toutes sortes de trucs à côté. » Je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous, mais en tout cas, moi, j'ai remarqué que dans certaines rencontres où j'avais une présence physique, où j'avais pas le choix d'écouter Robert et de regarder ses slides dégueulasses, ben là, je peux complètement être à côté et laisser Robert croire qu'il fait bien les choses et moi faire mes choses à côté pendant la rencontre. Alors, j'ai optimisé mes heures, mais je sais pas si c'était des bonnes façons de faire, en tout cas. Ah ouais, non. Moi, j'ai fait 2 meetings en parallèle, quoi. Où tu mutes un, tu passes de l'un à l'autre pour voir un petit peu ce qui se passe. Parce que de toute manière, c'est ça. Mais la bonne règle, et c'est Mike qui l'a fait, c'est quand tu es dans ce genre de meeting, c'est que tu ne devrais pas être là du tout. En gros, c'est que on devrait t'envoyer le procès verbal à la fin et puis te dire, va en paix, fais tes emails sans... voilà. Ouais. Et moi, c'est un peu les règles que j'ai commencé à mettre. J'ai dit, ben voilà, il y a les participations et les diffusions. Donc, si tu es là pour FYI, sois pas là, parce que ça ne sert à rien. On te diffusera l'information une fois qu'elle sera terminée. Parce que finalement, sinon, en fait, ça crée une armée de mute avec une personne qui parle. Donc voilà, moi, je m'en fous d'avoir du bruit. Mais Baptiste, toi, peut-être, tu as des insights au niveau, parce que tu l'as fait au niveau de l'université. Donc, tu as pu voir des changements et puis des bonnes et des mauvaises manières. Clairement, mais je pense même à l'université, ce qui est même plus intéressant, ça va un peu dans mon... Je suis désolé, Matt, je saute directement à ma truc, mais je pense vraiment qu'il y a cette idée où on se rend compte de ce qui est bien à digitaliser, on se rend vraiment compte des aspects positifs et des aspects négatifs. L'aspect positif d'un cours en ligne, ça va vraiment être que tu as que tu peux aller dans le cours que tu veux, que si tu n'as pas besoin d'y aller, il y aura de toute façon l'enregistrement et tout. Ça, c'est vraiment un avantage. Mais de notre côté, pour tout ce qui est interaction, en ligne, ça marche juste pas, quoi. Je pense qu'on s'est tous rendu compte. C'est très très dur d'avoir du travail fait, tu vois, où tu as vraiment de la collaboration, tu vois, genre typiquement dans un contexte plus, disons dans une entreprise, quand tu es allé en one-to-one avec quelqu'un ou en groupe à 2 ou 3, refaire ça de manière virtuelle, c'est très très dur. Et je pense que c'est ce qu'on s'est rendu compte, c'est que finalement, beaucoup de choses peuvent être faites de manière digitale, beaucoup de choses marchent très bien de manière digitale, mais certaines choses ne marchent pas. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel on a mis le doigt. Et à l'université, c'est un concept où ça se voit énormément, où ça se voit vraiment beaucoup parce que il y a vraiment 2 types de travail, quoi. Il y a l'élève, il y a la partie apprentissage et la partie plus projet, apprentissage actif, qui ne marche pas du tout de manière virtuelle. Pas encore. Ou difficilement, moi, très difficilement. Il y a quand même une fatigue aussi. Je veux dire, quand tu fais 8 heures de trucs, franchement, les gens, ils n'en peuvent plus, quoi. Ça te fatigue. Et il y a vraiment je crois, des études qui montrent que d'être devant un écran comme ça pendant 8 heures, au lieu de parler des gens, c'est plus difficile. Alors, il y a toujours je vais être gentil, les méga geeks comme Ben, qui, lui, sont tellement zen de ne pas voir physiquement la personne. Mais moi, je vois qu'il y a une limite, quoi. J'en peux plus d'être télétravail. Donc, c'est pour ça que je ne le suis pas. En fait, c'est une accélération. Tu sais, tous ces moments de semi-relaxation que tu avais entre... Tu vas à la salle de réunion, tu sors de la salle de réunion, tu montes un escalier, tu vois Robert, justement, qui sort de sa réunion. et tu dis, Robert, comment ça s'est passé? Ouais, bien, c'est beau, tu prends 2 minutes, puis tu parles à Robert, tu descends. Tu vois tous ces temps perdus qu'on a gagnés et qu'en bout de ligne, étaient nécessaires pour les humains parce que on va trop vite d'une rencontre à une autre. On ne prend pas le temps de prendre ses notes. Et c'est pour ça que Microsoft Teams, par exemple, est arrivé avec des associations avec Headspace, par exemple, pour pouvoir, quand ton carnet de ton agenda est trop rempli, te mettre des méditations, te mettre une méditation avant de partir à la fin de journée. Ils ont amélioré beaucoup de trucs chez Microsoft et on s'en réjouissait. D'ailleurs, l'évolution chez ces outils de visioconférence-là n'ont jamais été aussi vite que cette année pour certaines améliorations. Mike, toujours dans ce que tu as retenu dans 2020, monétisation des podcasts. On peut avoir des jobs à temps plein, on en a parlé un petit peu au début. Oui, un peu, c'est ça. C'est vrai, même sans voir, je n'avais pas regardé le bilan des prévisions. Mais pour moi, c'est ça. Je pense que le podcasting, c'est un peu le nouveau blogueur actuel. Donc, il est dans le hype.
Et je pense que la monétisation est possible. On voit Guillaume peut en vivre, on voit de plus en plus de podcasteurs qui peuvent en vivre, en tout cas partiellement avec le revenu. Je pense que c'est tout à fait possible. Donc ça fait plaisir de voir ça fait plaisir de voir cette hype. Ça fait 12 ans qu'on le fait, donc voilà, même plus, puisqu'on avait commencé les podcasts avec Music, qui était notre chaîne de radio, en 2003. C'est les premiers XML podcasts qu'on a fait, mais ils étaient musicaux. Mais je dis... Est-ce que vous êtes le plus vieux couple francophone du podcast? On se connaît depuis, on a regardé, parce qu'avec Marco, on parlait, Ben, Marco et moi, et Marco qui est une autre personne avec laquelle on avait fondé Music et puis fait Nip Sales et tout ça. Et c'est vrai qu'on se connaît depuis 2001. Donc, et on avait créé des podcasts, mais musicaux, dès 2003. Ouais. Magnifique. Alors, on peut l'affirmer maintenant, vous êtes le plus vieux couple du podcast francophone. On va dire ça comme ça. Moi, je pense que ça va être notre nouvelle tagline, ouais. Le plus vieux couple. Le plus vieux couple vu que tu parles, Ben, dans ce que tu as retenu de 2020, tu as noté, tout se digitalise, tout est devenu digital, tout est devenu numérique, et même les échecs, tu as noté ça, toi? Écoute, ouais, ça a été alors comme tout le monde, arrive le mois de mars, je me retrouve à la maison, j'ai plein de temps, et je me dis, bon, il va falloir que je trouve un truc à faire. Alors, par hasard, je me remets à faire un peu d'échecs, et c'est un monde qui, vraiment à ce moment-là, parce que je suis dans la vague, se transforme complètement. C'est-à-dire que les échecs, moi j'en ai fait quand j'étais gamin, c'était chiant, il fallait chercher des livres, c'était la mort, ça durait 3 heures, tout durait 3 heures, c'était errance, quoi. Mais maintenant, c'est un monde où il y a des chaînes Twitch. Je regardais le tournoi juste avant de venir, le Erding Master, où il y avait 35 000 connectés pour les quarts de finale sur une chaîne, alors qu'il y a des dizaines de chaînes qui passent le tournoi. Donc en tout, c'est probablement 100 000 ou 150 000 personnes qui regardent un tournoi d'échecs où les parties sont longues, mais au format internet, c'est-à-dire 15 minutes plus un peu des incréments de temps. Mais en gros, ce qu'on a vu, c'est que les gens disent maintenant les tournois de 2 heures, les échecs classiques qu'on a connus comme ça, sont probablement en train de devenir un petit peu comme quelque chose qui va peut-être rester pour avoir un champion du monde, un truc un peu glorieux, mais ça va être une fraction de tout le reste. Et ça s'est passé en très peu de mois, et je trouvais que c'était emblématique de notre année, mais de façon positive pour une fois, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui peuvent en vivre, il y a des communautés qui se créent, il y a de l'énergie, il y a de l'intérêt, ça nous permet de passer le temps de manière intelligente ou plus ou moins, enfin ça reste un jeu, mais bref, c'est vraiment quelque chose que, peut-être un angle positif sur cette année compliquée. Il pourrait faire ça aussi dans le tennis. Tu penses? Il devrait. Mais tu vois, même sur Twitch, tu vois, Gaël Monfils, il a une chaîne où il parle avec plein d'autres gens de tennis et tout ça. Ça se passe dans les autres sports. Ils ne peuvent pas faire leur sport, tu vois, mais c'est vrai que ces communautés-là, elles se sont développées énormément. Ouais. Mon fils fait rapidement, mon fils fait du breakdance depuis la rentrée, donc je sais pas pourquoi. Enfin bon, c'est vachement bien, bravo à lui. Et il s'est retrouvé en plein confinement à devoir suivre ses cours sur Zoom. Ça marche diablement bien, quoi. Et les enfants progressent pendant les sessions de confinement de ce type-là. Mais oui, on digitalise absolument virtuellement tout ce qu'on veut, y compris du sport. Du tennis, c'est peut-être plus compliqué quand même. Ouais, quand c'est physique. Mais c'est vrai, c'est pas fou les échecs sur Twitch. Est-ce qu'il y a d'autres vieux jeux comme, je sais pas, du Monopoly, du Uno sur Twitch ou des choses comme ça? Non, mais sans blague, est-ce que ça existe? Est-ce que vous avez vu ça? Alors, moi, j'en ai pas vu d'autres. Alors, les gaming autres, on connaît. C'est vrai que je n'avais pas vu d'autres. Ok. Ouais, c'est une bonne question. Le jeu de rôle, qui est un loisir de type jeu très axé sur les échanges humains autour d'une table, vraiment type jeu de société, ont explosé grâce à la digitalisation cette année forcée. Et il y a eu un regain d'intérêt énorme pour le jeu de rôle sur table. Et il y a eu une année 2020 record dans le nombre de joueurs, dans les diffusions en ligne, dans les chaînes YouTube qui sont montées, les chaînes Twitch, et surtout la vente de jeux de rôle. Un truc qui est vraiment basé sur l'interaction humaine. Les gens, ça leur manquait tellement qu'ils l'ont fait sur Zoom et ils le streament. Ça marche très bien. C'est vrai. Et c'est fou parce que tu as un auditoire là-dessus. Et quand on voit les cinéastes et tous ceux qui ont été dans le domaine de la culture, qui ont été limités dans leur création, la création de contenu et ainsi de suite, il y a une autre création de contenu qui s'est fait à côté et les gens ont consommé. Alors comme quoi, il y a du temps de cerveau à prendre, ça a été pris. Ça a été pris par Twitch. Ben, deuxième chose que tu retiens de 2020, la désillusion de l'autonomie.
Pourtant, tu es toujours branché à la maison. Ouais. Non, alors c'est clair. Ici, je pense en particulier à une nouvelle emblématique qui est celle de l'annonce que Uber vendait sa division de voitures autonomes. Ils ont fait la même chose avec leur Uber Elevate, qui s'occupe des drones, qui pour le transport de personnes par drone. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est vraiment dans l'histoire de la technologie pour moi. C'est-à-dire qu'on a d'un coup, on voit que l'autonomie arrive. Alors on se dit ça va résoudre tous nos problèmes. Quand on est Uber, on n'aura plus besoin des chauffeurs. Donc ça va être trop super. On enlève le centre de coût. On va pouvoir faire ça 24 heures sur 24 et tout ça. Et puis après, d'un coup, ils se rendent compte qu'au final, le problème qu'ils ont surtout, c'est la maintenance des véhicules. C'est de savoir où les foutre la nuit quand il y a un problème. C'est qu'en fait, il y a toutes sortes de overhead qui ne sont pas que liés à l'être humain et qu'ils n'ont pas vraiment envie d'avoir et que l'autonomie résout pas. Donc, quand on est dans le monde physique, cette espèce de pensée qu'on a dans le monde digital de dire on remplace et puis vogue la galère, c'est bon, on a résolu nos problèmes, ça se passe encore moins parce qu'on l'a discuté avant, le digital résout pas tout déjà normalement. Mais si je pense que c'était un bon exemple de ce qui s'est passé en 2020 où finalement on a un peu, vu l'accélération qu'il y a eu aussi, on s'est rendu compte de certaines limites de choses qu'on faisait. Ça ne veut pas dire que l'autonomie ne va pas avoir un impact énorme, mais je crois qu'on est en train, et c'est une bonne nouvelle, de comprendre ses limites. Donc voilà, je trouvais que c'était une nouvelle intéressante. Moi, j'ai un sentiment, et je voulais réagir parce que vous en avez parlé d'ailleurs dans un épisode de Niptech, de cette vente. Moi, j'ai un sentiment un petit peu nuancé par rapport à ça. Je suis convaincu que Uber et ces entreprises-là vont continuer à miser au moins autant, si ce n'est plus, sur l'autonomie, mais qu'ils ne se sont rendus compte que ce serait trop dur à réaliser, trop coûteux s'ils devaient le faire eux-mêmes. Et j'ai le sentiment, c'est peut-être très, très naïf et vous partagez peut-être pas mon avis, mais qu'ils laissent faire les autres, les très grands qui arrivent mieux qu'eux, et ils vont peut-être souscrire à leur technologie parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas d'intérêt à créer des vaches s'ils peuvent récupérer le lait pour des coûts qui sont plutôt intéressants. Je ne sais pas si vous partagez ce sentiment, on n'est pas là pour faire cette analyse spécifique de cette situation, mais je trouve assez intéressant d'avoir vos retours là-dessus. Non, je pense que c'est exactement ça, effectivement. Mais au final, tu auras toujours beaucoup d'intermédiaires. Toi, même si tu as, allez, mettons Tesla, Mercedes et les autres qui font les voitures, tu auras toujours quelqu'un qui aura son petit business dans une ville où tu seras le gestionnaire de la flotte autonome. Et donc, tu auras quand même ces espèces de couches comme ça. Et c'est clair que tu as peut-être raison. La meilleure façon de le dire, c'est que tu n'auras pas d'intégration verticale de toute la chaîne. Et ça a un impact énorme aussi sur les opportunités pour ceux qui veulent lancer des startups ou des sociétés, pas besoin que ce soit des startups. Il y a une ouverture, à mon avis. Bon, moi, je crois qu'aussi pour Uber, c'est que le business model a shifté. Un nouveau CEO. Deux, je crois qu'ils avaient racheté, c'est quoi cette boîte qu'ils avaient racheté qui font du food delivery, qui commence par un P, je me souviens plus. Postmates l'année dernière. Postmate, exactement. Et ça leur a permis de cartonner malgré le fait que les trajets en Uber ont chuté, les trajets en taxi ont chuté, notamment aux États-Unis, mais dans le monde entier. Donc ça, avec Postmate, je pense qu'ils ont un réalignement stratégique. Ils se disent peut-être, ils sont plus le software et puis l'intelligence, et puis finalement, ils vont laisser, comme tu disais, le hardware du véhicule à quelqu'un d'autre. Et ce qui fait sens, parce que ce qui est génial, c'est pas de venir en voiture Uber. Ce qui est génial, c'est le service Uber Eats. Moi, j'ai beaucoup utilisé Uber Eats, je dois dire, même à Lausanne, la petite ville où je vis en Suisse, il y a Uber Eats. Et j'utilisais Uber Eats 2 à 3 fois par semaine. Alors oui, parce que j'ai la possibilité de le faire aussi. Et puis, mais c'est assez incroyable quand même. Moi, je dois dire, ça, c'est un des grands gagnants. C'est ce qui a permis, c'est ce qui a permis beaucoup de restaurants de continuer à vivre dans une certaine mesure, et puis de toi aussi d'avoir le plaisir d'avoir un bon repas du restaurant, même si c'est livré, puis que c'est pas tout le temps les mêmes températures de plat et ainsi de suite, là, qu'il faut des fois réchauffer, mais une chance qu'il y a eu des DoorDash, des Uber Eats pour nous aider cette année, ça c'est clair. On passe à Baptiste avec les limites et les avantages de la digitalisation. Alors moi, je suis très, très enthousiaste, mais toi, il y a des limites. Je comprends pas. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment, je pense qu'on s'est rendu compte cette année où tout est passé au digital, qu'avant, on est passé en fait,
on est vraiment passé de... On se demandait avant, qu'est-ce qu'on pouvait digitaliser, qu'est-ce qui serait la prochaine brique finalement, à qu'est-ce qu'on ne peut pas digitaliser. C'est ça en fait finalement la nouvelle question, c'est quelle est la limite et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et finalement, moi je pense que c'est vraiment ce qui est intéressant cette année. Et voilà, l'exemple de l'université, c'est vraiment ça, c'est de se dire, finalement, l'université 100% digitale, où un prof peut faire classe à 150 000 élèves, finalement, ça a quand même des limites. Et je pense que ce qui est aussi intéressant vraiment avec ce modèle-là, c'est, en fait, on est en train de se rendre compte, qu'est-ce que c'est l'essence derrière finalement, quand on change l'outil, c'est ce qu'on parlait avant avec les réunions, quand il y a une réunion, une personne qui parle à 50 personnes, à la place d'un meeting collaboratif, quand on change d'outil, et c'est ce que fait la digitalisation finalement, on se demande beaucoup plus quelle est l'essence derrière et quel est l'attrait des pratiques qu'on a. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert en 2020 en tout cas. Est-ce que tu es sûr de ça? Est-ce qu'on n'a pas encore compris comment le faire? Parce qu'il y a quand même ces essais dans les universités où, tu sais, il y a ces murs, chacun, tu vois tous les élèves, tout le monde a les caméras, si tout le monde a du bon matériel, toi. Est-ce qu'on est sous-équipé pour ça? Ou est-ce que vraiment ça ne marche pas? Moi, j'ai l'impression qu'en partie, peut-être pas tout, mais j'ai l'impression qu'en partie, on est sous-équipé. Si tu as un bon écran, un bon son et que tout le monde a des bons micros, parce que nom de bleu, j'en ai marre des gens qui n'ont pas des bons micros. Bon, voilà. Mais si tu as tout ça, sincèrement, moi, je ne trouve pas plus fatigant. Ça demande beaucoup et je comprends que tout le monde ne peut pas l'avoir, mais tu vois, je me demande à quel point ce n'est pas le contexte qui fait ça. Je dirais qu'il y a deux facteurs limitants. D'une part, il y a certaines activités vraiment spécifiques qui sont très dures à avoir. Tout simplement, au niveau, par exemple, si tu prends le cas de l'université, à un moment, la sociabilisation, il y a quand même, je pense, une limite fondamentale à ce que tu peux faire de manière digitale. Et d'autre part, tu as aussi le modèle derrière. C'est-à-dire que l'université, quand tu dis on fait un cours avec un prof et des élèves, ou le prof où il y a un minimum d'interaction, où c'est des cours de 1h30, etc., là aussi, le digital, je pense, ça ne peut ne pas marcher tant que tu ne changes pas finalement le modèle derrière. C'est ça le souci, c'est que finalement, si tu veux dire, ok, le but c'est d'avoir un prof qui fait cours à beaucoup plus d'élèves, dans ce cas-là, c'est plus des cours d'1h30 en direct qu'il faut faire, mais des formats plus proches des MOOC, etc. Moi, ce qui me fait rire, vas-y, excuse-moi, je te coupe encore la parole, Matt, tu vas commencer à gueuler, tu vas commencer à boire du whisky si on continue comme ça, je te laisse parler. Ce qui est drôle, c'est que dans l'entreprise où j'étais avant, il a fallu reformer les formateurs. Les formateurs qui allaient en présentiel, du coup, se retrouvaient à faire leur même présentation en virtuel. Et ça ne marchait pas du tout. Alors, on est arrivé avec des spécialistes en e-learning qui l'ont appris que malheureusement, il va falloir qu'ils soient distrayants maintenant. Il va falloir qu'ils soient intéressants maintenant. Et pour vrai, c'est pas donné à tout le monde. Un professeur a la chance, des fois, d'avoir son plan de cours depuis 20 ans et arriver sur la table avec son cours, c'est ça que je fais depuis 20 ans, puis j'ai pas de problème. Puis vous m'écoutez, c'était très top-down. Maintenant, il faut qu'il fasse des animations avec du caout, des choses, des sondages, occuper les mains, tu vois. Il y a tous ces trucs-là maintenant qui arrivent au niveau de la digitalisation. Et j'écoutais, au Québec, on a un problème, c'est qu'on s'est aperçu à l'Université Laval, exemple, que le recteur en parlait, que la triche était en augmentation de manière exponentielle. Et il y avait des nouveaux systèmes de caméras maintenant. Il fallait avoir 2 ou 3 caméras chez toi avec un nouveau système qui surveillait en 360 degrés ce que tu faisais. Alors, les mains, la montre, en arrière de ton écran pour pouvoir... Alors, je serais peut-être d'avis avec Ben, c'est qu'on n'a peut-être pas encore tout le bon équipement pour faire ce qu'on a à faire maintenant, parce qu'une fois que l'Université Laval a installé ces trucs-là, d'un seul coup, la triche a diminué. Alors, oui, quand tu es bien équipé, c'était la preuve que quand tu es bien équipé, tu peux bien faire les choses. Moi, je voudrais vous partager un truc assez taré que j'ai vécu. C'est que je me plaignais, je disais, mais vous n'utilisez jamais vos caméras. Je parlais aux gens avec lesquels je travaillais. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'ils avaient des caméras de merde. Ouais. C'est que en fait, la caméra du PC était nulle, donc ils avaient une mauvaise tronche, donc ils ne voulaient pas utiliser la caméra. Alors j'ai dit, le jour où j'ai commencé à dire, alors on achète des Logitech, ce qui était dur à trouver à un certain moment, et on les diffuse, honnêtement, les gens, ils mettent leur caméra. Donc en fait, je me suis rendu compte que moi, je pensais que les gens ne voulaient pas, puis finalement, quand on leur donne une Logitech, ils veulent très bien, ils sont tout contents. Mais c'était aussi qu'ils avaient une sale tronche à la caméra, et puis ils n'ont pas envie de se voir s'ils ont une sale tronche. Et ce que je comprends. Voilà. Alors, il y avait la gêne au début, il y avait le manque d'équipement, il n'y avait peut-être pas la bonne bande passante que tu avais. Alors, ça commence à rejoindre beaucoup ce que Ben disait, c'est qu'on n'est peut-être pas bien équipé. Oui. Encore une fois, on va te donner un 10 sur 10, Ben. Ça va finir là, je pense. On est d'accord. Moi, je pense que Baptiste, il y a un autre truc, c'est que lui, il vient d'une autre génération que nous. Lui,
il pouvait tout digitaliser dans son esprit. Donc il est en train de voir ce qu'on ne peut pas digitaliser. Tandis que nous, on était là, qu'est-ce qu'on peut digitaliser? Je pense qu'on partait de deux mondes différents finalement. Et toi, tu es en train de te rendre compte, bizarrement, et malheureusement, de te dire, je ne vais pas pouvoir tout digitaliser. Non. Ouais. Je vous rassure, on ne peut pas encore tout digitaliser, faire des enfants. OK, il y a des startups, il y a sûrement quelque chose qui va arriver. Il y a sûrement des startups. Il y a sûrement des choses qui vont arriver. Guillaume, qu'est-ce que tu retiens de 2020? Alors, je suis pas mal d'accord avec ta première... en fait, je vois plus la fin d'un monstre plutôt que le début d'un nouveau truc. Tu parles des processeurs ARM, toi. Ouais, il y a une bascule qui s'est opérée cette année. Alors, il n'y a pas que le fanatique Apple qui vous parle, qui a été encensé par la présentation d'Apple et le lancement des produits Mac avec les processeurs ARM, là, les M1, dont la presse tech a largement parlé, donc on ne va pas en reparler en détail. Mais juste pour montrer qu'on est, pour moi, une bascule historique cette année qui fait de la mobilité un héritage, parce que ces processeurs ARM qui sont nés, on va dire, et issus de notre, ou en tout cas qui ont été largement développés par le monde de la mobilité, vont être insérés dans notre quotidien informatique encore plus que ça ne l'était jusque-là, et ce ne sont plus que des arguments technologiques qui permettent de concilier une certaine performance et des contraintes d'autonomie, mais ils sont vraiment là pour nous apporter ce que sera la technologie demain. Et il y a deux indicateurs par rapport à ça. Il y a évidemment, comme je te disais, l'annonce et la sortie des produits Apple M1. Mais pour vous montrer qu'il n'y a pas que le fanboy qui parle, il y a aussi pour moi le rachat de ARM à SoftBank par Nvidia, qui est une très grosse acquisition cette année de 40 milliards de dollars. Et par là même, le regard qu'il faut porter sur Nvidia, qui est une boîte incroyable, qui date de, je revoyais la date de création de la boîte de 1993, qui a évolué, qui a su se développer et se réinventer en permanence en arrivant à faire jongler les performances pour le grand public sur le plan graphique avec les supercalculateurs et arriver à faire rebondir les deux pour développer leur technologie et apporter des solutions qui vont maintenant être distillées dans plein de technologies d'aujourd'hui et de demain, comme par exemple la conduite autonome. Donc pour moi, ça c'est un marqueur très très fort, ce qui se passe au niveau des processeurs ARM, au-delà des marques qui sont utilisées par les entreprises, mais ce que ça symbolise en termes d'héritage du monde mobile. Et toujours en toile de fond, notre marque préférée, Apple. Une guerre qui a commencé pendant l'année avec une personne qui en avait marre de donner 30% à Apple. Je parle évidemment de Epic qui a commencé à faire des choses intéressantes aussi. Ouais, effectivement, il y avait deux gros affrontements pour moi cette année en 2020. Allez, trois. Il y avait l'humanité contre le Covid, il y avait les États-Unis contre la Chine, ou en tout cas Donald Trump contre la Chine, et il y avait Epic contre Apple, qui a été une saga à la fois judiciaire, d'ailleurs surtout judiciaire, mais passionnante, mais en tant que technophile, observateur comme on l'est, c'était aussi captivant. Et ça aussi, pour moi, ça a été un marqueur. Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui utilisaient des plateformes de distribution jusque-là, qui sont capables de remettre en cause leur business model ou en tout cas la manière dont ils exploitent leur business model pour essayer de faire basculer l'industrie. Alors, c'est pas toutes les entreprises qui peuvent le faire, c'est Epic. Epic, ils sont capables de clôturer leur jeu pendant quelques jours entre deux saisons de Fortnite en remplaçant ça par un trou noir. Donc, ils annulent leur jeu alors qu'ils gagnent des revenus avec leur jeu. Ils sont capables de remplacer leur jeu par un trou noir pendant quelques jours entre deux saisons. Je trouve ça dingue. Ils sont aussi capables de provoquer Apple, qui est un acteur clé dans la distribution de leurs produits aujourd'hui, au risque de se faire virer, et sont suivis évidemment les éléments juridiques qu'on va continuer à suivre ensemble évidemment, mais ça aussi j'ai trouvé que c'était un marqueur fort en 2020. Et je vais surenchérir sur ce que tu dis par rapport à Epic. Moi j'ai vu mon fils se créer une communauté sur Fortnite, avoir des amis sur Fortnite, continuer à avoir des moments de plaisir puis un aspect ludique quand même malgré le confinement sur Fortnite, et de consommer de la culture. Quand la fin d'un monde se fait sur Fortnite, il y a un événement avec de la musique et ainsi de suite. Et mon fils avait les étoiles dans les yeux quand c'était la fin de l'événement Fortnite. C'était quoi la musique là? C'était du AC/DC. Tu veux l'album? On va écouter l'album. Je vais te montrer. Ça, c'est tel chanteur et ainsi de suite. Alors, ça faisait un lien super fort. Alors, bref, c'est pas...
c'est pas quelque chose qui a été transcendant en 2020. Évidemment, ça existait avant. Mais en tout cas, moi, je m'en suis beaucoup aperçu. Cette année, avec le confinement, ça a évidemment beaucoup aidé. Vous en pensez quoi? Parce qu'on revient un petit peu sur ce qu'on a dit avant, hein, sur la loi, cette nouvelle loi européenne qui arrive, qui justement consacre une grande partie de ses efforts à cette notion de gatekeeper et des devoirs. C'est pas simplement j'ai une plateforme et puis tu suis mes règles, tu vas ailleurs, hein, t'es pas content, tu crées ta propre plateforme, attends. Donc je pense que cette vision-là, je suis sûr dans Niptech on l'a défendue à un moment ou à un autre, donc je veux pas dire que c'était complètement stupide de la défendre, mais clairement elle est dépassée. À mon avis, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez, surtout toi Matt qui est peut-être le plus Apple fan qu'on a dans la salle. Est-ce que tu penses que vraiment il faut maintenant mettre un grand coup de poing sur la table pour ces gatekeepers et leurs pratiques? J'ai pas de réponse malheureusement. J'en profite aussi parce que tu découvres rapidement que oui, t'es pris. C'est une prison dorée, on le dit souvent à Apple, mais c'est aussi un avantage d'un écosystème. C'est une force, un écosystème, sur beaucoup d'axes. Alors, pour une entreprise, si tu es dans tel produit, oui, tu payes cher, mais c'est un écosystème. Et à ça, transposons ça dans la vie. On est pris, depuis la nuit des temps, dans des écosystèmes. On est pris dans une ville, on est pris dans un pays. Quand on a une entreprise, ce sont des écosystèmes. Dans un pays, tu dois respecter les règles. J'ai pas de réponse. Je dis pas que c'est bien. Je dis juste que c'est pas nouveau. Moi, je pense quand même qu'il y a des règles de concurrence. Et dès qu'on a plus de 30%, je crois que la règle c'est 40% de part de marché, il y a une régulation qui se fait automatiquement. Et là, force est de constater qu'il y a 2 operating systems au niveau mobile. Et puis, force est de constater que Apple a beaucoup plus que 40%. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quand même réguler. C'est réguler ça. Donc, je ne crois pas qu'il faut l'arrêter. Il faut juste fixer des règles. Et les règles, elles ne doivent pas être fixées par la personne qui a le monopole. Elles doivent être fixées par l'État. Est-ce que 30% c'est trop? Possiblement, quand on possède tout. Mais il faudra. Je ne pense pas qu'il faut démonter Apple. Je pense juste qu'il faut leur fixer des règles pour qu'ils les respectent. Donc, je pense que ça va être fait en 2021, moi, personnellement. Je suis d'accord. Le problème qu'on a, c'est que ces entreprises sont mondiales et les régulations sont locales. Mm-hmm. C'est juste là tout le problème et tout l'enjeu. Ben, tu dois le vivre avec ce que tu fais au niveau des drones. Il y a des choses qui doivent être difficiles à concrétiser juste à la grandeur de la Suisse par rapport à tout ce que tu pourrais faire en Europe ou tout ce que tu pourrais faire au niveau du monde entier. Donc c'est clair c'est pour ça qu'il y a les 3 marchés, hein, Chine, Europe, USA. Et quand on voit un petit peu les activités en Chine, en Europe et aux USA dans ce domaine-là, tous les canons sont pointés vers les mêmes sociétés. À mon avis, là, la vague est inarrêtable. La question, c'est la force de la vague. Ça va être intéressant. Bon, moi, de mon côté, au niveau de 2020, je retiens un personnage de la tech, et pas que, Elon Musk, avec toutes ses frasques, qu'elles soient bonnes ou pas. Parlez-en bien, parlez-en mal, c'est Elon Musk qui, quand on a été obligé de fermer ses usines, quand il y a eu du lockdown, on a été obligé de lui dire de faire attention à ce qu'il disait sur Internet l'année passée. Elon Musk nous a fait rêver avec Starship aussi, la fusée qu'il a lancée, qui a réatterri, qui a explosé, mais c'est un test, il l'a dit. Nous fait rêver avec Starlink. Je ne sais pas pour vous, mais ici au Québec ou au Canada, c'est compliqué d'avoir des connexions Internet un peu partout sur le territoire. Alors Starlink, ça fait rêver, cette flotte de satellites pour avoir Internet partout. D'un autre côté, ça va faire de la pollution au niveau de l'espace. Alors c'est peut-être pas tout à fait bien. Il nous fait rêver avec Tesla, qu'on a appris récemment, qu'il avait soumis à Apple pour l'acheter, puis qu'Apple n'avait pas voulu, mais qu'en bout de ligne, Tesla, lui tout seul, a une valorisation supérieure à Toyota, Volkswagen, tout le monde réuni, quoi. Fait que, bref, ce gars-là nous fait rêver, ce gars-là fait des émotions. Ce gars-là est un petit peu bizarre aussi, avec son nouvel enfant qu'il a eu avec Grimm, qu'il a nommé XAEA12. Ce gars-là est vraiment... Ouais, vraiment capoté, vraiment bizarre. Et comme je disais, parlez-en bien, parlez-en mal. Mais il est sur tous les fronts. Et même pendant la pandémie, au début, il a minimisé le virus. Et après ça, il a pas voulu fermer ses usines. Bref,
tout le long dans l'année, il nous aura fait rêver ou crier. Rappelez-vous, la première fusée commerciale à aller s'arrimer sur l'ISS cette année, ça a été cette année qu'on l'a vécu. Ouais. Alors, beaucoup d'émotions et j'ai un ami, Philippe, qui a une Tesla et qui ne jure que par Tesla. Et toutes les nouveautés, toutes les features qu'il ajoute dans ses véhicules, c'est juste hallucinant. Fait que, bref, pour moi, c'est ce que je retiens de 2020. Encore un personnage, Elon Musk. Et puis, deuxième truc que je retiens de 2020 pour finir, puis pour clôturer ma partie, ça n'a pas été si mauvais que ça, les médias sociaux, pendant les élections américaines, à part ceux qui étaient en arrière du clavier, mais les plateformes, je les ai trouvées bien. Ils se sont, je trouve, relativement bien comportés. Ils ont fait la veille qu'il fallait, je trouvais. Mm-hmm. Et il n'y a pas eu tant de deepfake que ça non plus. Ça aide d'être convoqué au Congrès chaque 2 semaines, hein? C'est clair. Mm-hmm. Eux, je pense qu'ils ont pu discuter passablement pendant les mois avant l'élection. Ouais. Et rappelez-vous que Twitter aussi avait banni la publicité politique aussi pour les élections avant. Alors effectivement, c'est vrai. Quand tu es surveillé, tu fais peut-être un peu mieux les choses, mais quand même. Oui. On a vu Twitter bloquer certains tweets ou émettre certains messages en arrière des tweets de M. Trump. Allez vérifier, ceci n'est pas totalement vrai ou ce qu'il a dit n'était pas... De rajouter ça, j'ai vu quand même un mouvement. Bref, ça a été ce que je retiens pour l'année 2020. Et on va passer aux prédictions 2021 avec... Est-ce qu'on doit dire 2021, 2021, je sais plus. 2021, ça sonne bien. Ça sonne bien. Oui, allez, je reprends la main pour le 2021, effectivement. Donc, on a bien regardé en arrière et c'était très varié. C'est ça qui est chouette quand on est 5, c'est qu'on a autant de points de vue différents. Donc là, je pense qu'on a fait vraiment un bon passage en vue. À mon avis, si on avait voulu le faire de manière méthodique, on n'aurait pas réussi à le faire aussi bien que ça. Donc voilà. Est-ce qu'on sera aussi doué pour les prédictions 2021 à voir. Alors, vu que tu étais en piste, Matt, on va aller directement avec toi. Qu'est-ce que nous réserve 2021? Où est-ce que je dois tout investir, ma vie, mon argent, mais tout, quoi, tout. Je lâche tout. Ce que tu vas dire maintenant, je lâche tout et je le fais. C'était un mouvement qui avait commencé quand même avant la pandémie. C'est l'expérience. Tout est expérience. Hein. Tout ce que dans les entreprises, il faut faire vivre des expériences. À l'école, il faut que tes professeurs te fassent vivre des expériences. Il faut que tout le monde te fasse vivre des expériences. Tout doit être expérience. Je pense que, et ça va rejoindre mon deuxième point aussi, c'est que quand le vaccin va être arrivé, que tout le monde va être vacciné, que tout le monde va revivre une vie normale, entre guillemets, je pense qu'on va vouloir vivre, mais tellement vivre qu'on va vouloir seulement les entreprises qui vont nous donner de sacrées belles expériences, alors que ce soit dans l'industrie du spectacle, que ce soit dans les restaurants, il va y avoir des choses assez magnifiques. Je ne pense pas que le monde qu'on va vivre après, j'espère, va ressembler, ça c'est sûr, mais je pense qu'il va être vraiment, qui va nous soumettre à toutes sortes de stimulus pendant qu'on fait les choses. On ne les fera plus comme on les faisait avant. Bêtement, on va vivre beaucoup d'expériences. Et j'attire votre attention sur des phénomènes que je trouve assez incroyables. On est en train de redécouvrir la télé en direct, alors avec des Netflix qui arrivent à mettre du contenu en direct, en boucle, parce qu'on n'est plus capable de décider, parce qu'on se fait vivre des expériences, on se fait donner des trucs maintenant. On est très, très oisif dans tout ce qu'on fait. Des Spotify aussi qui va arriver avec des radios en direct. Alors, on n'aura même plus besoin de gérer ça. On va vivre l'expérience et je pense que ça va être ça les tendances de 2021 pour moi, que ce soit dans la tech, que ce soit dans tous les aspects. Je pense que ça va être ça. Et avec aussi un certain passif écologique, on va dire ça comme ça, au détriment du reste. J'ai une forte crainte de revoir des gens consommer de manière ahurissante quand on va pouvoir le faire. Au détriment du reste, je dirais. On va vouloir vivre beaucoup. Ouais. Est-ce que tu penses que ça aura un impact pour toi, pour tes podcasts? Est-ce que tu le vois 2021 arriver différemment quand tu penses à ça ou pas forcément encore? C'est-à-dire que dans le travail au quotidien, il va falloir apporter une certaine dose de spectacle quand tu vas faire tes présentations. Il ne faudra plus les faire comme tu les faisais avant. Dans tes livraisons de produits, il va falloir arriver avec quelque chose qui change. Concrètement, au niveau de ton travail, je ne sais pas, mais au niveau de la consommation, je suis pas mal assuré qu'on va vouloir avoir des choses très, très distinctives cette année. Ou en tout cas, quand le
le vaccin va être arrivé, on va dire. Moi, je peux peut-être rebondir parce que je suis le seul parmi vous qui est parti vraiment en vacances là dans un pays étranger. Et puis, on y va, mais c'est un peu une expérience moins, si on veut bien, ou comme on dit chez nous, une expérience en rabais. Pourquoi ? Moins de restaurants, tout le monde a les masques, personne danse, alors qu'on est en République dominicaine, normalement ça danse partout. Je veux dire, donc tu as une expérience, mais tu as une expérience au rabais qui n'est pas waouh, et puis tu l'acceptes parce que c'est le Covid. Mais c'est vrai que dès que ça sera passé, on demandera beaucoup plus. On demandera beaucoup plus d'expériences sensorielles de tous les côtés. Et d'ailleurs, une des expériences qu'il va falloir vivre, c'est te voir physiquement, Matt. Parce que Vous êtes pas prêt encore. On se connaît depuis presque 10 ans, mais je ne t'ai jamais vu physiquement. Donc, je vais potentiellement venir te voir. Ah, c'est beau. Non, mais écoute, moi j'aime. C'est vrai que c'est quelque chose à voir. Alors après, je crois qu'on en parlait dans un Niptech. C'est vrai qu'on a déjà vécu ces cycles de fin où d'un coup ça repart de plus belle après. Souvent, quand ça repart de plus belle après, ça crache quand même derrière. Donc on va espérer qu'on arrive à se maîtriser, mais je dis ça sans y croire à 100% non plus. Bon, on verra bien. Bon, Mike, toi depuis Punta Cana, quelle vision du monde tu as pour 2021 ? Voilà. Alors moi, 2 choses que je pense qui vont arriver. Alors on en parle assez souvent sur Niptech, mais je pense que ça va être l'année de la réalité augmentée. Vous savez, j'aime bien la réalité augmentée versus la réalité virtuelle. Vous connaissez la différence, on porte des lunettes, augmentée, ça augmente la réalité qu'on a déjà. Et je pense que on peut le voir dans le sport, en mettant par exemple son téléphone sur un live qu'on voit et puis en voyant des statistiques de joueurs. On va voir 2021 en ayant l'augmented reality qui va vraiment repartir de plus belle. Parce une qu'on meilleure aura expérience. fait des bons tests. Oui, meilleure expérience, tu as raison. On aura fait des tests pendant le Covid et pendant cette période de digitalisation et on va prendre cette digitalisation pour la balancer dans le monde physique. Et maintenant, on a les choses. Donc, on a les AirPods. Hein. Franchement, il y a tellement tout le monde qui l'a. Il y a maintenant des téléphones mieux. Potentiellement, il nous manque juste les lunettes. Et ça ira. Donc ça, c'est ma première prédiction. C'est l'avènement du AR. Ça, c'est je l'aime bien parce que l'année passée, le côté régulatoire, bon, on le voyait arriver. Il y avait le début de la vague. Bon, mais ça, c'est une vraie prédiction parce que AR, ça peut arriver l'année prochaine ou dans 10 ans. Et moi, je savais que je ne sais pas. Donc, j'aime que ce soit une vraie prédiction comme ça. Qu'on pourra vraiment tester dans un an, dans notre 5e mouture de ce podcast. Ça va arriver quand Apple va arriver avec les lunettes. Oui, potentiellement. Ils ont le casque maintenant, ils ont les AirPods, ils ont le casque, ils ont tout. Je veux dire, c'est la prochaine étape. Et deuxième prédiction, que pour moi, c'est the death of free content, c'est la mort du contenu gratuit. Alors bien sûr, nous, pourquoi est-ce qu'on ferait payer notre podcast ? Je veux dire, on ne se fait pas d'argent dessus parce qu'on n'a pas besoin de faire de l'argent, on le fait plus par bonheur. Donc, on va continuer, je pense que sans le faire forcément payer. Mais je pense qu'on voit que ça fonctionne. On voit que la personne est prête à payer. On est prêt à payer pour les films, on est prêt à payer pour plein de choses. En fait, le piratage devient plus long. Quand le piratage devient plus difficile que d'obtenir quelque chose pour 2 balles, c'est là que le piratage se fait moins. Exemple Spotify. Donc, il nous faut encore un Spotify du film, je pense qu'il faut arrêter. Je ne sais pas si ça sera pour 2021, mais je pense que c'est la mort du gratuit à tout prix. Et aussi parce que les entreprises doivent faire du pognon. Parce que si elles ne font pas du pognon, elles ne vont pas survivre. Donc il y a ces 2 éléments. Le consommateur est prêt à payer et les entreprises doivent faire payer. Voilà. Ouais, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a à mon avis, on est arrivé plutôt au menu des business models. C'est-à-dire que tu as le gratuit, où tu as une qualité de merde, mais c'est gratuit. On lit tous des journaux comme ça, en ligne ou en physique. Après, tu as les modèles intermédiaires, genre Twitch, podcast, où tu payes si tu as envie, mais finalement, il y a assez de gens qui payent pour que ça fasse du contenu de qualité. Alors, peut-être des fois un peu plus live, c'est pas le contenu éditorial d'un bouquin, etc. Et puis après, tu as le modèle maintenant des journaux et ça, où c'est payant. Donc, tu ne trouves pas plutôt que c'est qu'on a compris les business models et qu'on les maîtrise mieux ? Mais je vous donne le business model du Kindle, du e-book. Je veux dire, moi, j'achète jamais un e-book. J'achète toujours le sample gratuit qui est environ 5% du livre ou 10% du livre, je ne sais jamais. Et après, je peux relire les 90%, les 90% du bouquin. Je veux dire, on pourrait dire que c'est un freemium modèle. Mais finalement, quand j'ai lu la totalité du sample du livre, je finis toujours par l'acheter. Donc, ce modèle-là,
finalement, bien sûr, c'est une sorte de freemium modèle, mais à la fin, tu payes. Donc, oui, ça sera. Je pense à cheval, il y aura toujours des médias, mais quand on voit qu'on n'aime plus la publicité, que ça nous dérange, regardez sur YouTube, comme c'est difficile. Je veux dire, on est prêt, moi je suis prêt. La seule raison pourquoi je ne paye pas YouTube, c'est que ça coûte 20 balles, 19 francs par mois. S'ils me le mettraient à 9 francs, je paierais tout de suite. Bah, viens au Canada. Ouais, oui, exact. Mais je vais venir te voir, Matt. C'est combien au Tu Canada? vas devoir m'inviter et je vais venir avec toute la famille. Et on est nombreux. Attends, c'est combien YouTube au Canada, juste pour qu'on... 11,99 $ canadiens. Ah, mais tu vois, Ouais, ben c'est $10. dégueulasse ce qu'ils nous font payer ici, Oui. alors c'est un Oui, scandale. $20. Bouh, gatekeeper. Ok. Bon, bah merci. Ouais, d'accord, intéressant. Merci Mike. On va passer. Je vois Guillaume. Attends, j'ai un. Ouais. J'ai un jeu. Vas-y. Matt, tu as dit que tu m'accueilles avec toute ma famille chez toi. C'est ça que tu as dit au Canada. Pendant un mois. J'ai pas enregistré ça. Je viens de réécouter la bande. J'ai pas enregistré ça. Je suis désolé. Mais tu pourrais faire des montages. Mais moi, j'ai ma bande à moi. Mais t'es bienvenu. Je vais te montrer des très bons hôtels à bas prix. Oui, tout à fait. Ouais, Guillaume, je vois que tu as mis une petite note sous la prévision de Mike. Raconte-nous. Ouais, moi c'est une observation. Bon, elle est facile, ma prédiction. J'en ai marre de me viander sur mes prédictions. Donc j'ai décidé de jouer petit et de faire des choses qui sont évidentes. Il y a l'âge d'or du piratage qui est probablement déjà un petit peu là. Encore une fois, un chiffre assez dingue, c'est The Mandalorian, une série incroyable, mais qui a été incroyablement piratée. C'est la série la plus piratée à ce jour. Et il y a une profusion de contenus médias qui nous sont proposés en ligne, qui est complètement dingue. Les gens ont envie de consommer du média et c'est bien normal, il y a une offre qui est incroyable, mais il y a plein de plateformes différentes. On peut évidemment parler de Netflix, de Disney+, maintenant YouTube Premium que je paye seulement 11,99 € en France, moi aussi. Mais je vais devoir revoir ce truc, peut-être je me suis trompé. Attends, il y a en tout cas une profusion d'offres de dingue, et je pense malgré tout qu'il n'a jamais été aussi facile de pirater. Il y a un copain youtubeur qui intervient régulièrement dans Tech Café, qui est Léo Duff, qui a mis en avant une vidéo qui lui a attiré les foudres de sa communauté, mais qui a expliqué qu'il avait mis en place son Dufflix, donc c'est son système de piratage hyper organisé, qui n'a rien à envier à l'expérience utilisateur de Netflix, bien au contraire, qui lui propose une expérience utilisateur plus avancée, alors qui demande un peu de bidouillage. Mais je pense que quand on voit pour Disney 100 milliards de dollars de licences acquises à ce jour, la valeur totale de leur licence est complètement dingue. Ils ont décidé de le rentabiliser. Ça veut dire que le contenu qui va nous arriver sur nos écrans va être massif et que, je pense, il va y avoir une explosion continue du piratage qui a déjà commencé, mais qui va se concrétiser. Voilà, je me mouille pas beaucoup parce que, sauf à ce que vous soyez pas d'accord avec moi, j'ai l'impression que c'est presque évident que ça va arriver et que c'est même déjà beaucoup là. Mais tu vois, par contre, ce que tu dis là, tu sais, je l'ai vu, le vidéo de Léo Duff, ça nécessite quand même des installations, des achats. Mais ça va simplifier. Je suis sûr que, tu vois pareil, les distributions de contenu payant, type les chaînes, tu sais, pour le foot. Aujourd'hui, il y a énormément de gens, quand ils veulent suivre le foot, ils installent une IPTV, quoi. C'est hyper simple. Tu achètes ton IPTV sur un site qui te la propose, ça te coûte pas très cher, tu l'installes, et tu as ton contenu gratuit. Et c'est du piratage, mais largement organisé, qui pose des gros problèmes aux fournisseurs d'accès. Mais je pense que ça va se simplifier. Et c'est aussi ça pour moi, Matt, l'âge d'or, c'est que d'une part, il va y avoir beaucoup de piratage, mais que ça va se simplifier encore plus. Enfin, excuse-moi, je t'ai coupé avant la fin de ta réaction. Non, mais t'as raison. Jusqu'à maintenant, ça demeure quand même des technologues qui peuvent le faire encore. C'est pas comme quand t'es arrivé Napster où t'as installé l'application, tu t'amusais à télécharger un MP3. La seule limitation que t'avais, c'est que on n'avait pas beaucoup de bandes passantes à l'époque, mais c'était la seule limitation que t'avais. Maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a des lois, il faut s'en cacher, des VPN, des Usenet de ce monde, des moteurs de recherche. Fait que, bref, ça nécessite quand même plus de bidouillage et je me réjouis si ça peut être plus simple. Alors, Guillaume, c'était pas ta seule prédiction puisqu'on y est alors. Donc tu parles aussi de bancarisation.
Attends. Ouais, je voudrais rebondir un petit peu sur ces tendances qu'on a vues émerger du côté notamment d'Apple avec sa carte bancaire, d'Amazon avec des propositions parfois un peu timides ou plus larges, comme les systèmes de paiement type Apple Pay. Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a plein de banques en ligne un peu confidentielles et parfois un peu moins confidentielles qui ont fermé leurs portes cette année. Ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi à tenir le choc. Et je pense qu'il y a un marché quand même à prendre pour d'autres acteurs que les banques traditionnelles. Et je suis absolument persuadé que ces grands acteurs de la tech vont pas avoir simplement envie d'innover avec des crypto-monnaies un peu originales, mais vont avoir envie de proposer des services bancaires en bonne et due forme, avec l'expérience utilisateur qu'ils sont habitués à nous proposer pour concurrencer des acteurs historiques. J'ai le sentiment que les événements qui ont eu lieu là vont peut-être jouer aussi en leur faveur parce que les acteurs bancaires traditionnels vont peut-être être un petit peu plus frileux à accompagner les entrepreneurs, les particuliers dans leur financement. Et mon sentiment, c'est de dire que ces entreprises tech ont parfois les reins beaucoup plus solides ou beaucoup plus la possibilité de se mettre en danger pour proposer ce type de service. Donc pour moi, il va y avoir plus de bascule des échanges bancaires auprès d'acteurs du numérique. Ouais, Je moi, me j'aimerais réjouis juste- d'avoir ma carte de crédit Apple. Ça me coûte assez cher. Mais moi, je pense bien, mais je dois juste dire, on vend sur des sites internet, sur un site internet où on est presque dans beaucoup de pays européens. Et moi, je vois les méthodes de paiement qui sont utilisées un peu différentes entre l'Allemagne, entre la Suisse, entre la France, entre le UK, entre l'Italie. Et je vous dis, chaque pays, en tout cas en Europe, a son type de paiement favori. Ça sera Sofort en Allemagne, ça sera Twint en Suisse ou le Maestro, ça sera la carte bleue en France. Et ce n'est pas la carte de crédit qui est là dans tous les modèles. Avant de pouvoir réussir à prendre la totalité du monde comme un Uber a fait ou un Google a fait, je peux vous dire que ça ne va pas être facile. Pourquoi ? Parce qu'il y a des habitudes derrière ça. Ces habitudes, elles sont là. En Suisse, on paye avec sa Maestro. On ne paye pas avec sa carte de crédit, on déteste ça. C'est culturel. Belgique, c'est la même chose. En Allemagne, c'est moitié-moitié. En Allemagne, ils utilisent surtout PayPal, pas leur carte de crédit, puisqu'ils veulent se protéger. Et je vous dis, c'est très complexe le monde des paiements. Et il est très régional. Donc, oui à la balkanisation des paiements ou le fait qu'il y ait des grands acteurs, mais il ne faut pas croire que c'est si facile que ça parce qu'il y a des habitudes par pays ou par région. Je suis. Oui, il y a un exemple de digitalisation qui m'a fait beaucoup rire dernièrement, c'est que ma femme a voulu avoir, alors Twint, c'est en fait une façon de lier son compte bancaire puis de pouvoir payer en ligne, quoi. Alors un QR code ou payer entre personnes, enfin c'est des trucs classiques. Donc elle a besoin d'un nouveau compte parce qu'elle voulait faire d'autres trucs. Elle a dit, j'aimerais ouvrir un compte Twint, donc purement digital, sur ton téléphone et tout, mais j'ai pas besoin de la carte. Et puis ils ont dit, ah mais ça c'est pas possible madame. Il vous faut la carte. Nous, tant qu'on ne vous a pas envoyé la carte, on ne va pas pouvoir le faire. Hein. Et donc, elle a dit, non, mais c'est con, la carte, je vais la prendre, je la mets dans un tiroir, je ne l'utilise pas. Donc, gardez. Et, ah non. Et tu te dis, ouais, voilà, en termes de mentalité, tu vois, ou alors peut-être c'est la construction légale, mais en tout cas, il y a quelque part où ça coince, quoi, ça c'est clair. Je voulais juste rebondir aussi sur ce que tu disais, Guillaume. J'ai beaucoup de mal à voir les GAFA arriver dans ce domaine, parce que comme le disait Mike, c'est tellement le marché européen notamment est tellement fragmenté que je les vois mal venir avec leur technique habituelle, c'est-à-dire de proposer une solution qui marche pour tout le monde. Et c'est juste pas dans leur ADN. Et déjà aux États-Unis, ils sont encore à bien 1 ou 2 ans d'avoir une offre. Je vois pas ce que tu montres, Matt, mais Bon, en fait, je te montre mon Apple Watch. C'est comme ça qu'ils vont arriver, c'est avec les objets. ouais, mais tu vois, s'ils veulent arriver. Mais ton Apple Watch, elle est sympa. Mais mon mobile, j'ai pas besoin d'un Apple Watch. Si j'ai tout sur mon mobile et j'ai Twint, ton Apple Watch, j'aurai Twint sur mon mobile. Je veux dire, ils pourront être le support hardware, mais le support software derrière, il y en a beaucoup des différents. Voilà. C'est pas aussi simple que ça, hein, Guillaume, je pense, pour avoir le droit de payer avec C'est Apple super Pay compliqué. sur un téléphone. Tu vois, en Europe, Ouais, c'est ça. Mais ils se la font moitié de les l'argent. 3 quarts des banques, elles proposent pas Apple Pay. Tu vois, pas les c'est 3 pas quarts, bon. mais C'est quand même pas- enfin, beaucoup ne proposent pas Apple Pay. Et si Apple, ils ont du mal Moi, à ma arriver à carte ce niveau-là, Visa, j'ai ma carte Visa professionnelle, je ne peux pas la mettre sur Apple Pay. Par contre, ma Mastercard privée, oui. Donc, je veux dire, il y a des balances comme ça qui se font, où il y a des accords entre les différentes banques, où eux, quand je parlais aux banques suisses, qui sont UBS, Crédit Suisse, eux, ils n'ont aucun avantage, je vous le dis, en tout cas pour eux, à pousser Apple et leur donner encore des datas. Et si c'est bon pour la Suisse, c'est bon pour l'Allemagne, pour la France, pour plein d'autres pays.
En tout cas, en France, pour vraiment être plongé dans cet univers et pas pouvoir trop donner de détails, je vous assure que c'est une résistance qui n'est plus possible de la part des acteurs traditionnels et que des solutions comme Apple Pay aujourd'hui, tu la proposes à tes clients ou tu meurs. Ouais. Enfin, Au Canada, c'est ça aussi. c'est incroyable ce qui se passe. Oui, mais parce au que niveau du vous êtes paiement. dans un mode de carte bleue. La carte bleue, c'est la carte de Probablement crédit. que ça joue C'est beaucoup. Et exactement- ce c'est regard que exactement tu comme donnes ça, sur donc ça l'Europe marche. est clé. C'est vrai que moi, je me limite un petit peu à cette vision sur la France. En tout cas, je me dis sur la France aujourd'hui, si jamais ils ont réussi à prendre une telle place sur les paiements et surtout être aussi présent dans les attentes des gens. C'est ça surtout moi qui est un marqueur, c'est que quand tu regardes ce qu'expriment les gens, c'est qu'ils te disent bien, si vous proposez pas Apple Pay, moi je vais ailleurs, je ferme mon compte et je vais ailleurs. Il y en a trop des acteurs bancaires aujourd'hui qui le proposent. Si vous le faites pas, je ferme mon compte. Et donc je me dis, s'ils sont arrivés à le faire pour un truc aussi central que le paiement du quotidien pour le boulanger, pour faire tes courses ou pour toutes tes acquisitions quotidiennes, et surtout avec la pub que ça a eu dans le cadre des confinements cette année, pourquoi est-ce qu'ils iraient pas encore plus loin? Mais je pense que le regard que tu donnes, Mike, est hyper important sur cet environnement plus global et sans doute que ma vision se limite beaucoup à la France sur cette prédiction. C'est peut-être aussi qu'on a moins d'argent puis qu'on était à crédit, nous. C'est vrai. Et la dernière chose, si je peux me permettre, Mais par rapport aux si, GAFA, pas trop. c'est que eux, ils vont d'abord sûrement aller aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, enfin, je pense, C'est Matt sûr. va pouvoir attester de ça, c'est qu'ils sont en retard, mais vraiment, ils ont 15 ans de retard sur l'Europe, c'est incroyable, quoi. Je veux dire, pour ouvrir un compte, il y a des frais partout, les cartes, c'est un bordel pas possible, enfin, vraiment, en tout cas, de mon expérience, vraiment, ils ont tellement de boulot aux États-Unis qui vont pas venir en France tout de suite, en tout cas sur des choses un peu plus avancées que le paiement, parce que, encore une fois, il y a une telle complexité entre les pays européens que c'est juste pas profitable pour eux, quoi. En tout cas, La carte de qui crédit eût arrive au cru- Canada bientôt. Ouais. Qui La crut carte de que crédit c'était après, moi. le mot bancarisation qui allait faire exploser l'émission. Ça, voilà, comme quoi. Tu avais encore une dernière prévision pour 2021, Guillaume. Oui, et je vais pas trop m'attarder non plus dessus parce que j'ai monopolisé beaucoup de temps, mais je pense que l'expérience de l'emploi, de la recherche d'emploi, du salariat va être bouleversée probablement. Alors là aussi, peut-être que je vois beaucoup ça en France, mais j'ai le sentiment quand même que il y a quelque chose qui arrive aujourd'hui qui était inenvisageable il y a de ça 1 ou 2 ans, c'est de dire moi je veux un emploi à tel endroit. Enfin, d'ailleurs, je m'en fiche de l'endroit où je bosse puisque je veux faire la majorité de mon boulot à distance par numérique. Parce que je peux pratiquement tout faire en numérique. Je suis prêt à me déplacer 1 fois par semaine, mais par contre, je ne veux pas forcément habiter à Paris pour avoir le boulot reconnu. Je veux rester en province pour avoir le cadre de vie qui me va bien. Et donc, ça va sans doute faire évoluer l'équilibre entre les exigences des candidats à des recrutements et ce que vont pouvoir proposer les entreprises. Si jamais ça se vérifie, ce qui est déjà une prédiction dans la prédiction, mais si ça se vérifie, on peut imaginer qu'il y a des infrastructures régionales qui vont se développer, peut-être plus en opposition à ce qui peut être fait en France avec Paris, avec la centralisation par Paris, et peut-être aussi plus d'initiatives de la part de personnes qui veulent créer leur propre activité parce que les circonstances sont parfaites pour qui veut créer son service en tant qu'indépendant. On le disait tout à l'heure pour le podcast au travers de ce que mettait en avant Mike. Je pense que c'est vrai pour plein de choses aujourd'hui. Si tu veux monter ta boutique pour faire des objets personnalisés, proposer des services individualisés, enfin aujourd'hui les circonstances sont parfaites pour ça. Et je me dis que le monde du travail va sans doute beaucoup changer. En tout cas, quelque part, c'est même un souhait plus qu'une prédiction, moi de mon côté. Ouais, je pense que là, alors écoute, je vais profiter de faire le lien avec un thème dont je voulais parler pour 2021. Effectivement, il y a une grande tendance qu'on a pu mesurer déjà maintenant, c'est que le prix de l'immobilier dans les villes a tendance, en tout cas, à stagner, si ce n'est à descendre dans certaines régions urbaines, pour augmenter en périphérie ou dans les régions plus éloignées. Alors la question, c'est est-ce que ça va rester? Est-ce que les gens vont se trouver bien là? Est-ce qu'ils auront des opportunités à ce niveau-là? Et si c'est le cas, si c'est vraiment une tendance, quand on voit les investissements qui ont été faits et comment on gère la logistique en ce moment, ça va avoir des énormes impacts sur tout ce qu'on fait, parce que c'est beaucoup plus simple. En ville, tu peux livrer n'importe quoi en 1 heure. Je veux dire, on a la densité, on a la masse, tu peux mettre ton centre pas loin, tu vois. Par contre, si tout le monde habite loin, ils vont quand même vouloir être livrés, les consommateurs et consommatrices, rapidement. Et donc, tu vas devoir changer. Alors, il y a des opportunités dans les milieux typiquement où je travaille, comme les drones, parce que tout à coup,
Ça ne sert à rien d'envoyer en ville, tu n'as pas besoin d'un drone pour faire de la livraison d'un paquet. Par contre, quand tu es plus loin, ouais, ça devient intéressant. Il commence à y avoir des économies qui font du sens. Donc moi, je me demande, est-ce que vous pensez que, allez, on est au mois de juin l'année prochaine et il y a assez de gens qui sont vaccinés, mettons, est-ce que vous pensez vraiment que cette tendance où on veut vivre plus loin des villes va rester, ou est-ce que finalement on va revenir à la moyenne? Je pense que ça va dépendre de l'âge. Moi, une chose. Enfin, en tout cas, moi, dans mes cercles et avec les gens avec qui je parle, personne n'a envie de vivre en banlieue. Je veux dire, les gens veulent toujours vivre en centre-ville. Et justement, le confinement et l'expérience en ce moment de vivre loin des gens et un peu plus reclus, bah, en tout cas, encore une fois, c'est limiter un peu mes cercles d'amis, disons. Mais vraiment, personne ne veut s'éloigner des villes et augmenter son commute. Ok, donc les jeunes, plutôt pas, les vieux. Moi, je dirais une chose. Je pense que en termes de télétravail, 40% ou 2 jours par semaine sur 5 jours travailler depuis la maison, c'est quelque chose de given, si on veut bien, de donné. Nous, on le voit, on le fait, on l'a mis en place. On peut dire, on reviendra jamais en arrière de ces 40%. Parce qu'on voit très bien que ça peut marcher, et puis les gens adorent pas être là le vendredi, et puis c'est cool, et puis s'ils bossent moins que 40 heures, qu'est-ce qu'on s'en fout de toute façon, tant que là, ils font leur travail. Voilà, c'est cette limitation de ça. Donc je pense que les 40%, en tout cas télétravail, oui. Maintenant, plus, attention, je pense qu'on pousse dans un certain domaine, donc oui, il y aura ça, mais ça se limitera à 40% maximum, je pense. Ouais, mais toi, tu te dis, c'est quoi le moment psychologique où tu te dis, je suis d'accord de faire, toi, une demi-heure de plus de trajet, sachant que je préfère là où j'habite. Si tu le fais 5 fois par semaine, c'est clairement non. D'un coup, tu le dis, je le fais 3 fois par semaine, c'est-à-dire qu'il y a 4 jours dans ta semaine où tu as un endroit que tu préfères. Ouais. Je crois que là, il y aura un truc générationnel où les jeunes voudront vivre en ville et puis ceux qui ont des enfants ou qui aiment plus la campagne ou qui ont plus d'affinités, il y aura un mouvement. Et puis en écoutant Scott Galloway, que c'était intéressant, lui, il dit que le real estate résidentiel va exploser, tandis que le real estate, si on veut bien commercial, lui, va diminuer. Pourquoi ? Parce que les gens vont plus vouloir. Ouais, normal. Les gens veulent moins payer ou on se déplace moins pour aller acheter des choses au niveau commercial ou pour avoir des bureaux dans une grande ville, mais on préfère en faire du résidentiel. Donc peut-être c'est ça ça va bouger, mais ça ne va pas être du tout ou rien. Et puis Matt, c'est une vision européenne que j'en vois là, parce que vous avez l'habitude de faire 8 heures de voiture pour aller acheter du pain, donc est-ce que tu partages, est-ce que ça te parle comme discussion ? Il y a beaucoup d'enjeux au niveau commercial. Je te rejoins, Mike. Présentement, vous savez, on a des grands centres d'achat où, historiquement, en Amérique du Nord, c'était quasiment des villes enfermées là, où il y a plein de trucs là-dedans. Et là, avec le télétravail et le fait que l'achat en ligne s'est excessivement développé, en fait, on a forcé les gens pendant 10 mois là, à acheter en ligne. Fait que là, c'est une habitude qu'ils ont prise. Ils en ont trouvé les avantages. Même s'il y en avait beaucoup qui achetaient en ligne. Nous 5, on achetait beaucoup en ligne. Mais c'était pas encore tout le monde. Là, tout le monde est obligé. Et présentement, au Québec, au Canada, tout le monde est obligé d'acheter en ligne. C'est le seul moyen d'avoir des choses non essentielles en ce moment. Ce qui arrive, c'est que des grands parcs immobiliers en Amérique du Nord se trouvent à perdre des Target, des Sears, bientôt l'Abbé au Canada, et Walmart commence à se poser aussi des questions. Alors ça, c'est des grands majors là, que je vous parle ici en Amérique du Nord, qui soit ont fermé, soit sont restructurés, ou soit, comme Walmart, essaie de trouver un modèle d'affaires à travers tout ça. Et Walmart, là, c'est 10 à 15% de l'exportation de la Chine. C'est pas rien, Walmart. C'est énorme. C'est énorme. Alors, oui, c'est sûr qu'il va se passer quelque chose. Et là, présentement, les grands locataires de ces édifices-là essayent de trouver, parce qu'un Target, quand il s'en va de ton centre d'achat, de ton mall, ça fait très, très mal. Parce qu'il avait beaucoup de superficie. Et là, d'un seul coup, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces superficies-là? Et puis, je vais même aller plus loin. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, les grands fonds de pension, vous savez, pour les retraites, plaçaient leur argent dans des compagnies, dans l'immobilier. On achetait de l'immeuble. Ça ne peut pas tomber, l'immobilier, au niveau commercial, ça rapporte, et ainsi de suite. Et là, c'est des gros changements qui arrivent. Et ça a été accéléré, hein, ça a juste accéléré les choses. La pandémie, ça a peut-être accéléré de 5 à 10 ans ce qui devait arriver, mais là, ça a été encore plus vite. Maintenant, pour le travail,
Est-ce que quand tu es une entreprise et que tu peux avoir le meilleur travailleur, mais que ce meilleur travailleur-là, au niveau du recrutement, te dit « Ouais, moi, je ne viendrai jamais au bureau. Si tu veux m'avoir, il va falloir que tu me prennes en remote total. » Ben là, présentement, c'est en train d'arriver ici. Parce que les entreprises, au niveau tech, s'arrachent les meilleures ressources. Moi, je vois dans la cybersécurité, je vois ça dans le développement, des gens sont en full remote. Et puis ces gens-là, c'est pas des vieux, c'est des jeunes. Il y a des jeunes qui veulent être tranquilles, il y a des jeunes qui veulent être en full remote. Pas forcément, ils veulent être en compagne. Non, ils veulent prendre un Westphalia et faire le tour de l'Amérique en même temps qu'ils travaillent. Tu vois, Baptiste, c'est pas forcément des gens qui veulent être en dehors de la ville, mais c'est des gens peut-être qui veulent voyager, puis qui veulent avoir une expérience. Fait on en revient un peu à ça, et il y a plein de chamboulements en ce moment, ce qui arrive, et des grands portefeuilles d'immobilier en ce moment sont en train de vendre et de liquider du commercial parce qu'ils savent que ça va aller très mal tantôt, parce que les entreprises ne voudront pas forcément garder des grandes superficies, ça c'est normal, mais en plus de ça, ils vont se faire obliger par les employés, parce qu'ils veulent avoir les meilleures ressources, d'avoir de moins en moins de superficie, parce que le Intel que je veux avoir pour mon entreprise de cybersécurité, je veux le meilleur parce que c'est lui que je vends chez mes clients. Ben lui, il veut jamais venir au bureau, puis il veut faire le tour du Mexique pendant qu'il travaille, mais il est très performant pendant qu'il fait le tour du Mexique. Fait que tu vois, il y a plein de trucs qui arrivent, et oui, on est habitué de faire plusieurs kilomètres en Amérique du Nord pour aller dans des endroits, mais on aime aussi le confort. Le confort de ne pas avoir à se lever le matin, de ne pas être dans le trafic pour rien, de ne pas polluer aussi. C'est un enjeu aussi, la pollution. Puis un autre truc, on oublie, mais les infrastructures en Amérique du Nord sont vieillissantes, comme en Europe. Il faut les renouveler. Est-ce qu'on va les renouveler autant que ça, sachant qu'il va y avoir moins de gens sur les routes? Le gouvernement aussi a des choses à vérifier. Fait que c'est pas complexe, et puis il n'y a pas une réponse simple à tout ça. OK. En fait, c'est complexe, mais il n'y a pas de réponse simple. Bon, j'aime bien. J'avais une deuxième. Alors là, je vais être très précis. On a été dans les grandes tendances. Là, je vais être très précis. Je pense que je me regarde faire les courses. Et je suis un bon bobo. Et en bon bobo, qu'est-ce qu'on fait? On achète bio. Parce qu'on veut faire quelque chose de bien pour l'environnement. Donc, on achète bio, on paye 30% de plus. Qui c'est qui est content? C'est la chaîne de distribution, parce que les 30% vont directement dans sa poche, alors que probablement le producteur ne touche pas un rond de plus. Et donc, c'est la joie parfaite. Tout le monde est content, en tout cas au niveau de la fin du cercle. Et je me dis, comment est-ce qu'on va faire payer le bobo un peu plus l'année prochaine? Alors, un truc qui le bobo va être content de payer, c'est l'étiquetage carbone. À mon avis, ça va arriver parce qu'on va te dire, ceci non seulement c'est bio, mais attends, regarde, je peux te prouver que c'est carbone A, B ou toi, on va pas aller trop bas, mais c'est plus cher. C'est plus cher, oui, c'est comme ça qu'on sauve la planète. Et à mon avis, on va arriver au mélange de deux tendances, qui est évidemment le côté climatique, qui va revenir en 2021, avec la commercialisation de ce côté climatique via ces étiquetages. Donc, c'est très pointu, j'en ai pas encore vu, mais je me dis, tous les ingrédients sont là pour que ça arrive, il faut de la marge. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous pensez que ça va arriver? Est-ce que vous serez vous aussi prêt à faire la chose juste, qui est savoir donner de la marge aux grandes surfaces pour avoir bonne conscience? Moi, je pense que oui, mais je dirais juste, ça doit être fait au niveau du gouvernement. Ce genre d'initiative, de régulation, d'étiquetage, ça peut que pas que être donné à la privée. Le bio n'est pas le gouvernement, hein. En tout cas en Suisse, oui, mais c'est des quelque chose labels qui existe. Qui se font eux-mêmes pour se faire plaisir. Ben oui, mais c'est quand même... Après, quand tu parles à des vraies personnes qui te disent « acheter bio », ça ne veut pas dire grand-chose, notamment au niveau environnemental. Je veux dire, voilà, quand tu veux vraiment quelque chose que le consommateur auquel fait confiance, ça doit être un label reconnu et il doit être validé, il doit avoir des lois derrière. Donc, j'aime bien l'idée, mais c'est très long à faire ce genre de choses et ça a des choses qui prennent plus 5 à 10 ans. Alors d'accord, mais si tu vois alors, je ne sais pas comment ça se passe en France et au Canada, mais alors si vous l'appelez bio, organique ou différemment, mais c'est vrai qu'en Suisse maintenant c'est une énorme part de marché, ce qui est bio. D'ailleurs c'est ce que tu arrives en premier quand tu arrives dans ton rayon fruits et légumes, tu as d'abord le bio, etc. Puis après, tu vois, donc ils le placent aussi, voilà. Est-ce que vous observez c'est aussi une tendance qui est tout aussi forte chez vous quand vous allez faire vos courses? Je vous inviterai à peut-être aller voir une capsule que le pharmacien a fait. Le pharmacien, c'est un artiste québécois, un vrai pharmacien en fait, mais qui s'amuse à détruire certains mythes justement sur le bio. Et dans ses analyses sur le bio, est-ce que le bio c'est vraiment meilleur pour la santé et / la planète? On se rend compte que non. T'es mieux d'acheter local.
que d'acheter bio. Je fais du millage sur ce que tu dis, j'extensionne ce que tu dis à... Nous, on s'est rendu compte pendant la pandémie qu'il fallait avoir, avec les États-Unis, puis le Donald en bas, qu'il fallait avoir une certaine autonomie alimentaire. Alors peut-être qu'on va aller plus vers une conscientisation d'acheter du local, parce que c'est mieux au niveau, justement, du transport, de la pollution et ainsi de suite, plutôt que d'avoir une empreinte carbone. Fait qu'on va peut-être y arriver à ce que tu dis, mais plus local que d'avoir une espèce de certification carbone. Bon, ça, on l'a aussi. Hein. Le dernier truc qu'ils ont fait là où j'ai fait le magasin, c'est pour les producteurs de montagne. Alors, tu vois, en Suisse, ça nous touche. Donc, du coup, le produit est 2 fois plus cher. Et il y a 1 centime qui va aux producteurs de montagne à chaque fois. En plus, donc c'est marqué dessus. Pour chaque fois que vous achetez ce truc, il y a 1 centime qui va. Donc, moi, je pense que c'est une tendance qui... Alors, c'est pas nouveau, hein, ça marche bien. Et donc, c'est pour ça que je serais surpris qu'elle n'arrive pas au niveau du carbone. Maintenant, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il y aura probablement à boire et à manger là-dedans. On va finir ces prédictions pour 2021 avec toi, Baptiste. Comment vois-tu l'année à venir? Alors, j'avais 2 prédictions. La première, c'est dans la continuité des histoires de contenu, et parce que c'est vraiment quelque chose aussi, on l'a pas eu dans le bilan 2020, mais je pense que c'est quelque chose qui manquait, où 2020, ça a quand même été l'âge d'or du contenu, quoi. Je pense Netflix a explosé, Disney+ a explosé, enfin, ils ont atteint leurs objectifs de 2024 en 2020, ce qui est fou. Enfin, je pense qu'on peut dire 2020, ça a été l'âge d'or du contenu, et je pense que 2021, ça va être encore plus l'âge d'or du contenu, parce que ce dont on se rend compte, c'est que le contenu, de plus en plus, c'est pas, comment dire, on ne crée plus du contenu pour vendre le contenu, mais pour vendre un bundle, pour vendre un abonnement. Et c'est des sommes qui sont tellement énormes, c'est des investissements qui sont tellement grands, et on est tellement au moment où tout le monde met ses pions sur l'échiquier, où Netflix met des films pour avoir des nouveaux subscribers, où HBO veut aussi avoir ses parts de subscribers, parce que tout le monde sait que finalement, on sera que abonné à 1, 2, 3 services, pas plus. Donc finalement, tout le monde met ses pions sur l'échiquier, et pour tous les types de contenus, on va avoir les prix qui vont s'envoler. C'est un peu dans la continuité de Joe Rogan qui se fait acheter pour pour une centaine de millions, des séries télé qui se font produire par quantité tellement gigantesque que je ne sais pas combien de personnes il faudrait pour voir toutes les séries télé, mais c'est énorme aujourd'hui. Donc je pense que 2021, ça va vraiment être l'apogée du contenu comme une feature finalement, où le contenu devient finalement uniquement un prétexte pour un bundle. Et Guillaume va pouvoir vendre sa société pour des une fois millions qu'il aura créé. Donc dépêche-toi, Guillaume, crée ta société, fais ton truc et tu vas te faire racheter pour quelques millions. Mais ça prend un bundle. Aller au Mexique, rien fait. Ça prend un bundle, ça prend Tech Café, Niptech. Ça prend Ouais, le bundle. voilà. Exact, c'est le début. Ok, non, je pense qu'effectivement, on a pas mal parlé de contenu, effectivement. Donc là-dessus, on pointe dans la même direction. Et tu avais quoi? Alors, ma deuxième prédiction, c'était que je pense qu'on va arriver dans un nouvel âge pour tout ce qui est les biotech, notamment. Parce que ce dont on s'est rendu compte avec le coronavirus, enfin, c'est pas qu'on s'en est rendu compte, mais quand on cherche un peu, on se rend compte de toutes les évolutions qui ont grandi très lentement finalement avec le temps. Et aujourd'hui, toutes ces innovations-là, elles arrivent, elles se mettent ensemble, et on voit qu'il y a des possibilités qui sont ouvertes par les biotechnologies qui sont vraiment incroyables. Le vaccin, par exemple, contre le coronavirus avec la technologie mRNA, il a été conçu en gros en 3 jours, et ensuite tout le reste de l'année qui s'est passé pour que le vaccin soit validé, c'est uniquement des tests. Et on se rend compte donc des possibilités aujourd'hui que les biotechnologies ouvrent, et ça annonce vraiment un futur qui est à mon avis super intéressant. Et je pense qu'en 2021, on aura au moins 1 ou 2 news importantes où on dira oui, ça c'était les biotech, et ça va nous changer la vie dans le futur. Ouais, c'est vrai que c'est assez impressionnant qu'on n'ait pas encore évoqué ce thème, parce que Dieu sait si c'est effectivement, on commence à vacciner aujourd'hui, ou là où j'habite, mais depuis quelques jours ailleurs. Et en tout cas en termes d'impact sur 2021, c'est clair et net. Merci, c'est vrai qu'on voit qu'on pense moins à ce qui est bio, alors que c'est dans le nom, biotech, c'est vrai que... Mais c'est toujours un domaine où, en tout cas avec Mike, historiquement, chaque fois qu'on en a parlé, on était tellement loin de dire quelque chose de sensé que c'est vrai qu'on s'est un petit peu refroidi avec le temps. Mais tu as raison, je pense que c'est quelque chose qu'il faut regarder. Il y a des très bons podcasts aussi là-dessus pour nous permettre d'avancer. Quelqu'un a des remarques sur le biotech, ou vous êtes aussi un petit peu frileux sur ce thème-là? Je connais pas, hein. Moi je connais pas. Ah ouais, c'est ça.
Bon, bah allez, 2021, en tout cas, on va avoir un œil dessus, voir si on arrive à dire des choses dans ce sujet-là. Bon, je vous propose de passer la main et d'arriver à la dernière partie de cette émission, qui est la partie inspiration, où on va parler effectivement de mots, de livres et d'autres choses importantes pour passer une très belle année et réfléchir. Alors Mike, c'est à toi. Oui, c'est à moi. Et on va devoir aller assez vite. Vous savez pourquoi? T'as plus de Parce qu'il me batterie. reste seulement 18% sur mon Mac. Donc, je commence à stresser et me dire que je ne vais pas réussir à finir. Donc, Au soleil, mais sans malheureusement, batterie. un dit au soleil, mais sans batterie, malheureusement. Voilà, c'est ce qui est arrivé. Donc, une chose qu'il faut savoir, c'est que oui, l'inspiration, c'est important. C'est un des 3 hashtags. Donc, une des choses qu'on va faire, c'est prendre une grande bouffée d'air, malgré le fait que ma batterie fond comme neige au soleil. Et l'idée, c'est quoi? C'est que vous vous souvenez, peut-être certains d'entre vous, qu'on avait défini un mot pour 2020. Et donc, chacun d'entre nous va, dire son mot pour 2020 et en quoi il l'a vécu pendant cette année, et 2, va donner son mot pour 2021. Donc voilà, on va commencer comme ça, et un peu dans cette partie inspiration. Qui veut commencer par donner son mot? Allez Guillaume, tu commences. Eh ben, c'est parfait parce que je suis probablement celui qui avait le plus mal défini son mot, puisque j'avais dû dire d'ailleurs quand on avait enregistré que je le donnerais plus tard parce que je ne l'avais pas encore défini. Et en fait, l'année 2020 a été à titre personnel, en plus de ce qu'on a tous vécu, tellement catastrophique et chaotique que du coup, je vais plutôt m'orienter sur 2021 pour vous dire quel sera mon mot, parce que je me souviens même pas de mon mot 2020. Je pense que c'était peut-être construire, mais c'était vraiment pas assumé. Et quand on se rappelle pas de son mot de l'année passée, c'est vraiment qu'il faut l'oublier totalement, je pense. Très bien. Et ton mot pour 2021 sera? Alors, pour 2021, du coup, pour ces mêmes raisons, ce sera, et vous m'inspirez beaucoup là-dedans dans Niptech, c'est les fondamentaux. Je veux être sûr d'avoir les bonnes bases. Il y a quelque chose qui a été un signe important pour moi cette année, et non pas un signe noir comme l'a été le Covid, un signe SIGNE, c'est que je me suis plongé pour la première fois dans un livre que vous avez recommandé il y a de ça longtemps, qui est Sapiens, une brève histoire de l'humanité, qui a été pour moi un révélateur en regard que je pouvais porter sur tout ce qui se passait toute cette année, mais même tout ce qui se passait à titre personnel, professionnel. Ça m'a permis de prendre énormément de recul, et je pense que je manque de ces grands fondamentaux, alors comme Sapiens, mais comme peuvent l'être plein d'éléments culturels. Par exemple, j'entends bien qu'il y a certaines références culturelles cinématographiques de base que je n'ai pas. Et j'ai trop le sentiment, notamment cette année, d'être débordé, de ne pas me retrouver dans mes repères, de ne pas arriver à m'organiser. Et donc j'ai envie de reprendre les choses à leur base et de revoir mes fondamentaux. Donc ce sera mon orientation 2021. Très beau, très beau. Excellent. Je crois que j'avais entendu Ben une fois avoir retour aux fondamentaux une année, et ça avait été une bonne année pour lui. Ah ben j'espère qu'elle sera aussi bonne pour moi. Donc, voilà. Franchement, ouais, tu fais plaisir. Très très bon choix. Alors Ben, vu que tu parlais, allez, ton mot pour 2020 et celui du 2021. Alors 2020, persévérance, parce que, alors je pensais pas si bien dire, mais voilà, c'était parce que étant dans la fonction publique, puis dans la transition, il faut tenir. C'est un jeu à longue durée, et on peut pas lancer des projets et puis se dire dans 6 mois c'est plié. Donc il faut vraiment avoir un truc que j'avais pas vraiment, venant aussi de milieux plus informatiques, on va plus vite, et de milieux qui ont des visions à plus court terme. Et je dois dire que du coup, oui, je l'ai vraiment vécu intensément, pas comme je le pensais, mais il y a beaucoup de projets qu'il a fallu tenir, avancer beaucoup plus lentement, mais avancer quand même, rappeler à tout le monde qu'on veut aller, et donc il s'est concrétisé très bien. Du coup, mon mot pour 2021, c'est enthousiasme. Parce que je crois que l'autre truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que oui, je vois que la persévérance est là, mais des fois, on oublie de se réjouir de ce qu'on fait. Et un petit peu cette année, c'était le cas. Et à la fin de l'année, j'ai eu un peu cette réalisation en me disant non, mais je travaille dans un milieu qui est génial, avec des gens que je considère qui sont intelligents, qui sont sympas, où je peux avoir de l'impact. Et puis, j'oublie de le dire. J'oublie de le partager parce que voilà, je travaille dans un milieu où c'est un peu gris, il fait bon ton de ne pas se réjouir. Eh bien, tant pis. Moi, je vais me réjouir, je vais ramener ça. Maintenant que je sais que je suis persévérant, je vais ramener l'enthousiasme. Et ça, c'est pour 2021. Sublime. Et toi, Baptiste, alors je crois pas que tu avais un mot pour 2020, mais quel est ton mot pour 2021? Effectivement, j'avais pas de mot pour 2020 parce que j'étais pas passé sur le grill comme aujourd'hui. Non, mon mot pour 2021, c'est choisir. Alors, pour raconter l'histoire, au début, je voulais mettre
prioriser parce que j'arrive dans une période de ma vie où j'ai plus de choses à faire que je n'ai de temps pour les faire. Et donc je m'étais dit oui. Bienvenue dans le club. Fais ça. Il faut mettre les priorités. Et en fait, je me suis rendu compte que même ça, finalement, c'était pas la bonne approche. C'est plus qu'il faut que je choisisse dans quoi je veux m'investir. C'est plus disons un cheminement qui doit être a priori où je me dis ok, il faut que je choisisse plus ce que je veux faire, que je contrôle mieux ce que je veux faire, dans quel chemin je veux aller. C'est aussi une période où je choisis beaucoup dans quoi je veux me spécialiser, dans quoi juste je veux investir mon temps. Et donc je pense que choisir c'est bien de vraiment être conscient de faire les choix et de pas se laisser imposer les choix finalement. Choose wisely, young Padawan. Je crois que c'est notre bébé Yoda qui dit ça normalement. C'est beau. Et spoiler, Très beau pas de mot. spoiler, attention. Spoiler. Arrête. On déteste. C'était dans le Star Wars il y a Ça va. 30 Oui, ans. Ça va. je l'ai pas vu encore, tu vois. Ah merde. Bon. Très bien. Et pour toi, Matt? Il te reste combien de temps, Patrick? 15%. Bon, alors, j'ai mes 3 mots depuis plusieurs années. Oui. Aimer, partager, apprendre. Et puis cette année, je vais perfectionner mes 3 mots. Je vais substituer aimer pour considérer. Je me rends compte que mon ami Robert, je ne l'ai pas assez considéré cette année. Tu sais, celui qui fait des présentations. Il a pris cher. Il a pris cher, Robert. Et honnêtement, je me rends compte qu'on est dans un monde où on va très vite et qu'il faut faire des choix, Baptiste, très vite, de plus en plus vite, parce qu'on a plein de trucs à faire. Et on ne prend plus le temps de considérer. Et je fais un petit peu de mille sur ce que dit Ben. On n'a plus le temps d'être positif parce qu'on n'a plus le temps de prendre le temps de « Ah ben ouais, c'est bien ce qu'on a fait. Ouais, oh, hey, c'est une bonne année. C'est une bonne année. » Et puis, et c'est la même chose pour les humains. Alors, cette année, je vais changer mon aimer, partager, apprendre pour considérer, apprendre et partager. Et j'inverse. Parce que c'est beau de considérer, mais le apprendre vient de prendre une place un peu plus importante dans mon cas. Alors, considérer, apprendre et partager, ça va être mes 3 mots cette année. J'adore. En tout cas, bravo. J'aime bien aussi le fait de construire sur les mots de l'année dernière, des 3 mots. Donc, une très belle chose. Et pour moi, pour terminer, alors j'avais utilisé comme mot 2020, contribute, contribuer. Alors, contribuer à la communauté, essayer de contribuer moi-même au développement, pas seulement moi personnellement. Alors, quand je regarde ce mot, c'est vrai que j'ai essayé beaucoup de contribuer. Est-ce que ça a tout le temps fonctionné? Je ne sais pas. J'ai essayé de contribuer plus, en tout cas en utilisant Niptech comme moyen pour parler. Oui, Matt? Ben justement, je veux te remercier justement pour tous ces nouveaux Niptech que tu as fait cette année. Tu nous as fait ouvrir certains trucs qu'on n'aurait jamais pensé ouvrir. Alors vraiment, merci de ce que tu as fait. Et puis oui, tu as contribué, je te confirme. Oui. Merci en tout cas, ça fait plaisir. Ça, c'était un des modes de contribuer. Et puis un autre mode, c'est de contribuer avec son argent, contribuer avec son temps, contribuer. Et ça, je n'ai pas encore trouvé comment le faire. Donc j'ai beaucoup cherché, mais je n'ai pas trouvé. Niptech les explore et les choses comme ça étaient un peu plus le facile. Donc assez content du mot, même très content du choix du mot, moins content de comment je l'ai appliqué. Voilà. Je me donnerais un 6 sur 10. Allez, maintenant, pour le mot 2021, alors j'en ai 2. Je ne les ai pas encore choisis, mais peut-être vous allez me dire quel est le mot. Et il y a un mot qui m'est venu, qui était un mot en anglais, souvent ils me viennent, et puis après je l'ai traduit, mais il disait unite, rassembler en français. Je préférais ce mot rassembler, souvent je l'ai choisi en anglais, mais celui-là, rassembler, j'aimais bien. Ou alors, j'avais un autre mot qui me venait, qui était give back, redonner. Donc voilà, c'est un peu ces 2 mots, rassembler et give back, redonner, que j'aimerais faire le pilier, la pierre angulaire de mon année 2021. Voilà. Rassembler quand on pourra se revoir, moi ça me semble tout à fait à propos. Oui, et faire la fiesta, ça on va continuer. Très bien, bon alors merci. Alors je vous encourage tous, ceux qui nous écoutent, à faire ce travail, c'est-à-dire revoir votre mot. Toutes et vous allez tous. dans les notes de 2020 que vous avez fait parce qu'on vous avait demandé de le faire. Et pour 2020, vous avez le droit même de tricher comme Matt et d'en choisir 3. On laisse faire. Tant que c'est 3 hashtags, ça va. Plus ça devient beaucoup, mais 3 c'est pas mal. Donc pensez-y si vous n'arrivez pas à 1, mais je pense que c'est une chose bien et ça guide un peu, ça permet de guider votre année. Et n'oubliez pas, on postera cette émission avant la fin de l'année. Donc c'est le moment clé
qui va décider comment vous allez commencer cette nouvelle année 2021. Voilà. Alors, la dernière partie avant, vous savez la citation, c'est un peu les contenus qui nous ont vraiment parlé. Alors, je vous parle de contenus qui nous ont vraiment transformés. Je ne vous parle pas d'un petit truc qui s'est passé. Donc, chacun d'entre nous va trouver 1 à 2 contenus qui nous a vraiment parlé cette année. Qui veut commencer? Allez, Baptiste. Alors, je n'avais pas entendu ton introduction sur le fait qu'il faut vraiment que ce soit le contenu qui nous ait le plus transformé. Donc, je vais expliquer un peu l'exercice. Il faut des fois s'accorder un peu de Je suis un peu emmerdé, moi aussi. C'est un podcast que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Rationally Speaking. Et c'est une présentatrice, Julia Galef, elle s'appelle. Et donc, son but, c'est d'interviewer des gens qui pensent pas en marge dans le sens un peu contre-courant, et en général, il faut se dire, ça va vers le complotisme, mais plus dans l'esprit, essayer de se baser, de prendre un peu de recul et se dire, ok, qu'est-ce que les faits disent sur ce qu'on pense comme étant acquis finalement. Il y a beaucoup de choses dans la vie pour lesquelles on se dit, ah, c'est sûr que ça marche comme ça, même si la science, elle dit pas forcément ça. Et donc je trouve que son approche, parce que c'est ça finalement la vraie valeur du podcast, c'est son approche, les questions qu'elle pose et la façon dont elle intellectualise les choses, qui je trouve est très intéressante et personnellement m'a beaucoup parlé, et c'est vraiment, chaque épisode est vraiment excellent je trouve, donc je recommande vraiment chaudement. Ça s'appelle Rationally Speaking. Elle n'a pas intérêt à critiquer mes carottes bio. Non, je peux te jamais. dire. Oui, exactement. Épisode 248, donc Ouais. Elle en a pondu. Donc Oui. elle en a pondu du contenu. Donc c'est bien ça. C'est un bon point pour elle. Et je ne le connaissais pas. Donc merci pour cette. Je vais le regarder dans mon Spotify. Ça ne veut pas dire qu'il va rester, mais en tout cas, il va passer dedans. Guillaume. Alors, je vais cramer 5% de batterie de Mike avec ma reco. 13%. Parce que moi, je suis pile dans ce que tu as présenté, Mike, pour le coup. J'ai vu cette année une série, j'en ai pas vu beaucoup, mais celle-ci, je me souviens bien l'avoir vue. Je pense qu'à ce jour, c'est la série qui, de toute ma vie, m'aura le plus marqué. Ça s'appelle Tales from the Loop. C'est une série qui est disponible sur la plateforme d'Amazon vidéo et qui est issue, pour la petite histoire, de peintures qui ont été faits par un monsieur suédois qui s'appelle Simon Stallenhag, et je prononce peut-être très mal son nom. Ces peintures décrivent un univers basé dans les années 80. Mais dystopique, où il y a des éléments de la technologie qui sont assez avancés, des robots, des éléments qui sont en lévitation au-dessus du ciel, mais il y a quelque chose d'à la fois futuriste et d'un peu rétro qui se mêle dans ces peintures, qui est assez déroutant. Et quand on regarde d'ailleurs ces peintures à ce monsieur, on a l'impression de voir quelque chose de figé, mais qui raconte une histoire, et on peut s'imaginer ce que se disent les personnages, ce qu'ils pensent, et se créer notre propre histoire. Et donc la licence de ces peintures a été acquise pour faire la série qui s'appelle Tales from the Loop, que je recommande vraiment très chaudement à tous ceux qui sont prêts à ingurgiter du contenu format long, parce que les épisodes peuvent avoir, comme on aime à le dire, parfois des longueurs. Moi, ça m'a pas gêné du tout. Mais c'est une série qui nous aborde nos rapports à la technologie, notre rapport au temps, notre rapport à la société en général, notre rapport à l'amitié, à l'amour. Et honnêtement, c'est une série qui m'a tout à la fois scotché parce que je suis resté un peu bouche bée sur la manière dont ça se déroulait. Ça m'a fait chialer. Franchement, il y a des épisodes où je me suis retrouvé à chialer tout seul avant d'enchaîner un épisode suivant. Ça pose des questions de manière très précise et on ne serait pas amené à se poser les questions de la même manière, des questions du type qu'est-ce qui se passerait si vous aviez nos limites de temps, quoi. Si vous pouviez figer tout votre environnement qui vous entoure, tout ce qui se passe au quotidien, vous pouviez appuyer sur pause et que vous puissiez en profiter autant que vous voulez, non-stop, qu'est-ce qui se passerait? Et c'est assez incroyable parce que les épisodes de Tales from the Loop, c'est donc évidemment une série en vidéo, mais on a l'impression de regarder une peinture qui s'anime. Ça fait un peu écho à ce que je vous ai raconté de l'artiste original. J'en dis pas plus, foncez voir Tales from the Loop. Je pense que tous les auditeurs de Niptech et de Tech Café ont un abonnement à Amazon Premium, donc vous pouvez aller voir Amazon Prime Video et regarder Tales from the Loop. C'est vraiment une série qui, moi, m'a scotché et que je recommande d'avoir vu. Ça fait partie des fandomotos qu'il faut avoir en 2021 si vous ne les avez pas déjà. Deuxième recommandation assez incroyable. Je ne connaissais pas Tales from the Loop, jamais entendu parler. Donc, ça me donne envie d'aller le voir. 7.5 sur IMDb, pas mal. Peut mieux faire. Peut mieux faire, mais c'est déjà bien. Tout ce qui est en dessous de 7 mérite d'être vu, normalement. Donc c'est bon. Et puis, comme tu dis, il y a des longueurs. Donc, par définition, il y a des gens qui ne vont pas aimer. Donc, exactement. Ça vaut. Donc, c'est un 8,5 facile, quoi.
Allez, c'est bien. Alors, tu parlais, Ben, donc à ton tour, quelque chose qui t'a subjugué en cette année 2020. Ouais, alors vous savez que j'ai eu une période stoïque en 2020. Il y a un livre que je trouve qui était un bon mélange entre justement travailler les bases de cette philosophie, mais en le romançant un petit peu, mais sans que ça devienne un roman historique. Bref, c'est How to Think Like a Roman Emperor. C'est basé sur Marc Aurèle. Et je trouve que c'est une introduction vraiment agréable et riche. Donc voilà, c'est vraiment un livre que je recommanderais chaleureusement à toutes les personnes qui ont envie de faire une sorte de voyage philosophique, surtout voilà, dans une période où on a besoin de persévérance. Donc là-dessus, ça travaille là-dessus. Et puis l'autre, c'est The Art of Learning dont j'ai parlé. Et plus que le livre, alors le livre, il est utile pour se dire, réfléchir comment on fonctionne. Et il y a plein de... Si on le lit vraiment en se disant, voilà, c'est une personne qui parle de ce qu'elle fait elle, mais d'essayer de ne pas appliquer forcément les mêmes choses, mais de se dire, mais moi, voilà, comment ça nous parle. C'est un dialogue avec ce livre que j'ai eu, moi, qui m'a beaucoup plu et que je recommande aussi chaudement. Donc voilà, dans cette période où on avait du temps pour apprendre, en tout cas moi j'en ai eu, donc j'ai appris plein de nouveaux trucs. Ça m'a beaucoup plu et beaucoup parlé. Oui, je peux vous recommander en tout cas le deuxième, assez incroyable, un livre qui est vraiment incroyable. How to Think Like a Roman Empire, Emperor, pardon. C'est un peu synonyme, on va dire. Celui-là, je l'ai dans mon Audible, mais pas encore écouté. Donc il va falloir que je fasse le pas en 2021. Merci. Et Matt, alors, de ton côté? Combien de temps de batterie te reste? 10%. Ah, c'est chaud. C'est dur. C'est dur. Une petite, bon, moi, c'est pas transcendant, je suis désolé, je suis plus terre à terre que vous, mais c'est pas grave, ça va vous faire du bien, c'est un peu pour ça que je suis là. Ted Lasso sur Disney+, non, sur Apple TV+, Ted Lasso, c'est une télésérie qui parle de football, mais qui est ultra positive. Et le gars, l'acteur, ok, c'est une série, c'est une petite comédie, et c'est très péjoratif quand je dis petite comédie. C'est une comédie, c'est une télésérie comme ça, où un coach des États-Unis s'en vient en Angleterre pour coacher une équipe de football en Angleterre, et ce coach-là ne connaît rien du tout des règles de football traditionnel. Et grâce à son positivisme incessant, il va finir par convaincre tout le monde que finalement c'était le coach qu'il fallait avoir. Cette télésérie-là, elle a l'air de rien. Je l'ai mis de côté très longtemps, mais elle fait vraiment, vraiment du bien. Et à un moment donné, on aime ça pas pour les blagues, pas pour l'histoire, mais pour le fait que le gars est constamment positif. Et bordel, ça faisait du bien cette année d'avoir quelqu'un de constamment positif dans mon écran en avant de moi. Alors, Ted Lasso, c'était ça. Et le dernier qu'on vient d'écouter avec les enfants... 8,7 sur IMDb. Oui. Donc là... Ah ouais, moi, c'est du 8,5 et plus. Ah ouais, non, attention. Hein. Et le dernier, c'est Soul. Soul, c'est un film une animation de Pixar sur Disney+, cette fois-ci. Alors, ça va vous coûter 2 abonnements, mon truc. Et puis, Guillaume, un 3e abonnement pour Prime Video. Ça va vous coûter cher. Soul, c'est le film qui a l'air de rien, mais c'est le film qui vous permet de discuter de la vie après la mort avec des enfants dans un contexte où il n'y a plus d'église, où il n'y a plus de religion, où il n'y a plus toutes ces choses-là qui nous permettaient d'avoir ces moments de réflexion-là avec les gens. Et là, on peut l'avoir avec Soul. Et ça vous permet aussi de relativiser qu'est-ce que vous faites de votre vie. Est-ce que vous utilisez votre vie à son plein potentiel en fonction de ce que vous pensez, vous? Écoutez Soul, une animation qui plaît aussi bien aux enfants qu'aux grands. En tout cas, moi, j'ai vraiment adoré. Oui. Eh ben, c'est exactement ça, parce que je l'ai vu ici le 26, donc un jour avant qu'il sorte, le 25 sur Disney+, parce que j'ai un abonnement. Je crois aussi qu'il est disponible sur Apple TV, donc vous pouvez l'acheter. Hein. J'ai vu ça, donc je crois qu'on peut l'acheter, j'espère, partout où vous trouverez moyen. Mais c'est vrai que mes gamins, ils ont 4 et 7 ans, et ça a été une super chose de parler de sujets qui sont pas faciles à aborder. Et je trouve vraiment Pixar, là, ils ont... Pour une fois, ce n'est pas la facilité. Ils ne cherchent jamais la facilité, mais c'est vraiment des sujets complexes, mais qu'ils abordent
avec une spontanéité incroyable. Donc je vous encourage tous à aller voir Soul, pour les petits et les grands. Donc voilà. Et ça fait le lien avec ce que j'ai beaucoup lu. J'ai commencé à lire un peu sur la philosophie, Eastern philosophy, on va dire, à partir de mars l'année dernière. J'ai commencé. Et si vous écoutez la philosophie plus Eastern philosophy, comment on dit ça en français? Orientale. Orientale. Soul, le film dont tu parles est totalement tiré de ça. Hein. Tout, c'est pas forcément, c'est tiré de cette philosophie-là. Et moi, j'ai commencé par Autobiography of a Yogi et j'ai continué en écoutant la Bhagavad Gita en audiobook. Et je peux dire, je recommande à tout le monde de le faire. Pourquoi? Ça ouvre l'esprit différemment. Je pense que c'est une philosophie qui est plus qu'on entendait beaucoup parler dans les années 60 par nos parents ou par les parents de nos parents ou des choses comme ça. Mais là, elle fait beaucoup de sens. Donc, je crois que vraiment ça... Après, j'ai lu, j'ai regardé juste avant de venir, j'ai lu 11 ou 12 livres dans le domaine depuis le début. Wow. Donc, à chaque fois, dans Niptech, j'en parlais. Maintenant, j'en parle plus parce que sinon, les auditeurs en ont marre. Mais c'est cool à lire et c'est vraiment ces deux choses pour commencer, c'est bien. Donc, c'est simple. C'est facile d'accès, il ne faut pas croire que c'est trop complexe pour le commun des mortels. Et puis, allez-y. Donc, Autobiography of a Yogi et Bhagavad Gita. Et vous pouvez rajouter Soul dessus parce que c'est exactement dans la même lignée. Voilà. Très bien. Bon, bah, écoutez, je suis assez... il me reste 8%. Donc, il reste 8% pour parler de la côte. On va commencer... Alors, il y en a deux. Il y en a une que j'ai mis et une que tu as mis, Matt. Alors, on va commencer par celle que tu as mis, la citation. Et pourquoi? Ça vient de Ted Lasso. Là-dedans, il dit relever un défi, c'est un peu comme monter à cheval. Si vous êtes à l'aise pendant que vous le faites probablement mal. Et j'ai adoré cette citation-là parce que je trouve que c'est effectivement vrai. Si tu fais un défi et que tout va bien, c'est parce que c'était pas un défi pour toi. Et puis, c'est tellement, tellement important de se mettre en danger dans la vie parce que c'est là où vous apprenez des choses. C'est là où vous apprenez des choses sur vous. Vous apprenez des choses aussi. Bref, j'ai vraiment tellement aimé cette citation-là de Ted Lasso dans l'émission. Et c'est plein de petites perles comme ça, naïves, mais tellement drôles dans Ted Lasso. Très bien. En tout cas, en plus, ça fait sens dans l'année qu'on a vécue. Si on ne voulait pas sortir de notre zone de confort, on y a été obligé. C'est ça. Donc ça, c'était une bonne chose. Et moi, alors c'est une citation que j'ai déjà dit dans l'émission, mais j'ai repassé à travers l'année en citation et j'en ai pris celle qui me parlait le plus. Et elle est très simple, c'est celle de Dune, du film Dune qui va sortir en 2021, que je vais me ruer d'aller voir parce que je trouve en tout cas le trailer incroyable. Et elle dit la chose suivante. Ben, tu sais ce que tu dois faire. C'est parti. Beyond fear, destiny awaits. Au-delà de la peur, le destin t'attend. Oui, exact. Et franchement, ça paraît un peu petit et ridicule, mais je crois que finalement, si c'est exactement ça qu'on doit faire. On doit dépasser la peur pour vivre son destin. Et je crois qu'on l'a vu à travers le Covid, on l'a vu à travers toutes choses. On le voit avec la citation que tu disais, si on ne transcende pas notre peur initiale de tout faire, de faire quelque chose de nouveau, de ne pas se lancer dans les podcasts à 100% comme Guillaume va faire en 2021, plein de choses comme ça, ton destin t'attend. Donc voilà, votre destin vous attend en 2021. C'était un peu ça. C'est beau. Bon, je pense qu'il nous reste à faire un hug collectif. Remercier tout le monde, les auditeurs et auditrices de chacune des émissions nombreuses qu'on présente ce soir. C'était un vrai plaisir, une fois de plus, de pouvoir se retrouver. Et puis, je pense est-ce qu'il y a encore un mot que vous aimeriez dire à tout le monde avant qu'on éteigne ce podcast jusqu'à l'année prochaine, ou peut-être avant, on ne sait pas, on va le refaire. Mais... oui, il faut incontournablement recommander aux gens qui nous écoutent de faire leur devoir. C'est hyper important qu'ils gardent à l'esprit
qui écoutez un podcast, bah évidemment, c'est super et nous, on a énormément de plaisir à le délivrer, mais surtout, on compte sur vous pour faire votre devoir. Et en plus, ils sont super simples. C'est que en 2021, plus que jamais, vous devez partager ces podcasts, Niptech, Tech Café, mais aussi les autres podcasts que vous écoutez autour de vous, à votre entourage, les petits neveux, les petites nièces qui ont reçu pour la première fois leur smartphone à Noël. Il faut leur faire découvrir les podcasts. Il faut en parler sur les réseaux sociaux. Et évidemment, ça, c'est extrêmement précieux pour nous. Et si vous avez envie d'aller plus loin, vous trouverez les moyens de soutenir éventuellement financièrement, ne serait-ce que Tech Café sur Patreon, évidemment. Mais on compte sur vous pour, là aussi, les fondamentaux des auditeurs du podcast, c'est de partager l'émission autour de vous. C'est beau. Sur ces bonnes paroles, passez de très bonnes fêtes et à l'année prochaine. Ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.